bibliothèque de la Sorbonne et aux éditions de la Sorbonne de nous avoir proposé voilà, de présenter nos deux livres qui sont sortis à peu près en même temps, hein, au mois de juin pour le mien, en tout cas fin juin dernier. Donc c'est en fait la publication du manuscrit inédit de mon habilitation à diriger des recherches que j'ai remanié, que j'ai raccourci, et que donc j'ai centré sur cette question que j'ai mise en titre, sororité et colonialisme, française et africaine au temps de la guerre froide. Donc je ne vais pas être longue, hein, je vais présenter en fait quelques-uns des grands enjeux du livre et puis voilà, essayer d'illustrer un petit peu le propos, et puis après vous pourrez bien sûr me poser des questions, demander des éclaircissements. Alors, la séance est intitulée « Une autre histoire des décolonisations ». Hein, donc, c'est un peu dans cet esprit que je voudrais commencer. En fait, en quoi est-ce que je propose un petit peu des renouvellements des travaux existants sur cette période donc, qui suit la Seconde Guerre mondiale, des années 1940 aux années 60, même si on peut discuter de la chronologie des décolonisations. Hein. Pierre Singer avait dit qu'elle commence en même temps que la colonisation. Donc, bon, j'ai pris la période, on va dire, qui est classiquement retenue pour ce qui concerne les colonies françaises. Et je propose, c'est on va dire, dans la perspective hein, de la question d'histoire contemporaine à l'agrégation cette année, de mettre l'accent sur cette histoire connectée des Africaines au monde, connectée par le biais de relations avec des femmes françaises. Alors, en fait, je suis partie de plusieurs constats de manque, finalement, dans l'historiographie, dans les travaux qui existent hein, sur cette période des décolonisations. Bien souvent, les femmes et la perspective de genre sont peu présents. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, bien sûr, des ouvrages, des articles de recherche qui font la place aux femmes dans ces luttes pour l'indépendance, mais c'est relativement restreint, et surtout sur les colonies françaises, en fait, il n'y a pas tant de travaux que cela. C'est une historiographie qui est très développée dans le monde anglophone et sur les anciennes colonies britanniques et même portugaises. En fait, il y a plus de travaux sur les anciens pays dominés par le Portugal, Angola, Mozambique, finalement, que sur le Sénégal ou le Mali ou même la Côte d'Ivoire. Je m'inscris aussi dans une historiographie sur Gender Empire, qui est là aussi très anglophone et qui est très développée, donc les questions plutôt des femmes blanches aux colonies hein, et des questions de genre liées à l'impérialisme, mais avec des travaux qui, en général, ne dépassent pas la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'études sur l'entre-deux-guerres, même sur la fin du 19e, les débuts de la période coloniale, et finalement, après 1945, beaucoup moins de choses, même s'il y a des choses sont en train de paraître. Jennifer Boitin va sortir un livre en janvier sur la question des femmes indésirables aux colonies, des femmes blanches, hein, donc elle reprend un peu, elle s'inscrit dans cette historiographie pour l'après-Seconde Guerre mondiale, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je m'inscris aussi, bien sûr, dans une histoire des mobilisations politiques des femmes en Afrique, qui est relativement développée avec toujours des zones d'ombre. Et puis, je m'inscris dans une histoire des femmes françaises et des féminismes en France, où on a beaucoup de choses, hein, l'histoire des femmes et des féminismes est ancienne, mais où finalement la part coloniale de cette histoire est très rarement articulée à la part métropolitaine de cette histoire. Avec une exception récente, là aussi ça bouge beaucoup hein, dans les domaines sur lesquels je travaille, le livre de Michel Zancarini-Fournel, Florence Rochefort et Livia Pavard, hein, qui s'appelle « Ne nous libérez pas, on s'en charge », qui est paru il y a 2 ans, en 2020, aux éditions La Découverte, et qui, de manière très novatrice, intègre, c'est un livre de synthèse, hein, intègre la part coloniale de l'histoire de la métropole, mais voilà, c'est assez nouveau. Et puis, quand des travaux de recherche originaux ont été menés sur cette part coloniale de l'histoire de la métropole, c'est l'Algérie qui domine, hein, ça ne vous surprendra pas. Donc il y a assez peu de choses en fait sur l'Afrique subsaharienne qui moi, m'intéresse particulièrement. Enfin,
c'est aussi un livre qui s'est beaucoup nourri de l'histoire des organisations féminines internationales, puisque mon idée c'était d'essayer de voir un peu comment certaines femmes d'Afrique subsaharienne ont été connectées au reste du monde. Et cette histoire des organisations féminines internationales, elle est très développée aussi aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais pareil, ça s'arrête très souvent en 1945, hein, ou même à la fin des années 40, enfin au début des années 40, pardon, donc à l'entre-deux-guerres. Donc en fait, je m'en suis beaucoup nourrie pour poser des questions de recherche, hein, c'est-à-dire voilà, des organisations féminines qui, comme le Conseil international des femmes, dans l'entre-deux-guerres, va déclarer qu'il rassemble des femmes du monde entier, et en fait les femmes du monde entier, c'est les femmes blanches, hein, protestantes et essentiellement du monde anglophone. Donc voilà, j'ai posé cette question après 1945 de qu'est-ce que ça veut dire être dans des organisations féminines qui se disent mondiales, internationales, transnationales, et quelle place est-ce qu'elles font aux femmes du reste du monde, du Sud et d'Afrique en particulier. Alors du coup, j'ai centré, voilà, me nourrissant de tous ces travaux, le livre traite en fait d'espaces, de moments, d'associations où se sont noués des contacts et où se sont produites des mobilisations conjointes, ça ne veut pas dire à égalité, hein, mais entre des Africaines et des Françaises. Et je traite ces moments, hein, de contact entre 1944, donc le livre commence en 1944, à la sortie de la guerre, au moment où les Françaises de métropole deviennent citoyennes électrices et éligibles. Donc c'est l'ordonnance du 21 avril 1944 hein, qui leur donne enfin, entre guillemets, ce droit de vote et d'éligibilité. Elles voteront pour la première fois aux élections municipales de 1945. Et en fait, je pars de là pour voir comment ça se passe pour les citoyennes africaines des colonies. Qui sont peu nombreuses, mais qui existent malgré tout. Et donc là, j'examine voilà, les droits, hein, c'est le premier chapitre du livre, en fait, les droits différenciés entre les femmes de métropole et les femmes d'Afrique, qui pourtant sont toutes citoyennes à part entière, et voilà, la manière dont, pour le coup, on a là un fossé en termes voilà, d'accès au droit de vote. Et je m'arrête en 1962 avec la conférence des femmes africaines à Dar es Salaam. Donc c'est pas la fin de la guerre d'Algérie pour une fois, c'est la première rencontre internationale de femmes de tout le continent africain, enfin pas tout à fait tous les pays, mais plus d'une trentaine de pays sont représentés. Ça se tient en juillet 1962, donc dans la capitale de la Tanzanie, enfin ça ne s'appelle pas encore la Tanzanie, du Tanganyika. Et là, les femmes d'Afrique se retrouvent, un certain nombre d'entre elles, pour discuter de leur combat, de ce qu'elles veulent défendre, de leurs priorités, de ce qu'elles revendiquent. Et c'est un an avant la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui sera créée en 1963 à Addis Abeba. Donc on a là une antériorité. Hein. Cette conférence est très mal documentée, en tout cas pour le moment je n'ai pas trouvé de compte-rendu des débats par exemple qui s'y seraient tenus, mais j'ai retrouvé les recommandations, la liste des participantes, etc. Permet d'en dire des choses. Donc entre ces deux moments, je pose la question de la sororité. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est un mot qui est complètement anachronique pour la période que j'étudie, hein, qui n'est pas du tout voilà, de l'époque, on va dire, mais qui renvoie pour moi à l'idée d'une solidarité politique, hein, d'une communauté politique de femmes. Donc je vous ai mis deux définitions possibles, hein, avec une dimension militante, hein, derrière la sororité, mais aussi une dimension plus affective. Derrière l'idée de sororité, il y a l'idée aussi de possibilité d'amitié entre femmes. Et en fait, pourquoi j'utilise ce mot? Parce que en fait, je l'ai trouvé dans les archives. Hein. Je l'ai trouvé employé par des Africaines pour parler de femmes françaises. Hein. Elles en appellent à leurs sœurs de France pour les aider dans leur lutte. Contre la domination coloniale, ce qui peut paraître paradoxal. Et bien sûr, je l'ai trouvé aussi, de manière plus fréquente encore, du côté des femmes françaises, qui disent, pour certaines, qu'elles sont solidaires de leurs sœurs d'Afrique, et plus largement de leurs sœurs d'outre-mer, voilà, et dont elles veulent, on va dire, améliorer la situation. Donc c'est un livre qui interroge l'emploi de ce mot,
sœurs, et donc qui interroge aussi, bien sûr, la possibilité de féminisme pluriel, hein, de la diversité des féminismes, avec cette chose importante qui est que derrière la sororité, il n'y a pas d'égalité et il n'y a pas d'identité. Les sœurs ne sont pas toutes les mêmes et surtout, il y a des hiérarchies entre sœurs, comme dans une fratrie, dans une sororie, il y a des hiérarchies. Et donc, j'ai essayé de travailler sur ces hiérarchies, sur ces rapports de pouvoir dans la lutte pour les droits des femmes. Alors, quelles africaines et quelles françaises? Évidemment pas toutes. Donc, je parle essentiellement d'Afrique subsaharienne et de femmes des pays qui, à l'époque, appartiennent à des fédérations, donc Afrique occidentale et Afrique équatoriale française, sachant que certains pays reviennent plus souvent, et là, il y a des effets de source, hein, les Sénégalaises, les Ivoiriennes, les Guinéennes et les Maliennes, mais j'ai aussi croisé des femmes malgaches, et je parle aussi de femmes d'Algérie, de femmes de Tunisie et même du Maroc, en fonction en fait de ce que je rencontre dans les collectifs ou dans les moments, les événements que j'ai étudiés. Alors les Françaises, elles, appartiennent à des associations, donc comme l'Association des femmes de l'Union française, à des partis politiques, à des syndicats, essentiellement la CGT. Certaines sont des missionnaires et puis certaines n'appartiennent pas n'ont pas d'engagement politique particulier, mais ce sont des coloniales, hein, des femmes d'administrateurs dans les colonies, mais qui vont participer à ces contacts. Alors le livre fait un focus, hein, en fait, traite essentiellement de deux associations, auxquelles je m'attarde juste un petit peu, voilà, pour ne pas être trop longue. La première, donc, c'est l'Association des femmes de l'Union française. L'acronyme, c'est l'AFUF, qui n'était pas très connue jusqu'à ce que je la découvre, ou pas connue du tout d'ailleurs, qui n'a pas laissé pratiquement d'archives de première main, mais qui a laissé un bulletin extrêmement utile et sur laquelle j'ai retrouvé aussi des choses dans les archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, mais il y a encore un gros travail de recherche à faire sur cette association qui a été fondée par deux Françaises. À gauche, Marie-Hélène Le Faucheux, à droite, Jeanne Vial. Alors, l'une, une femme entrée dans la résistance qui avant n'avait pas d'engagement politique particulier, qui était l'épouse de Pierre Le Faucheux, hein, le président, le PDG de la Régie Renault, et qui s'est engagée dans le MRP, le Mouvement Républicain Populaire, qui a été députée, sénatrice, membre de l'Assemblée de l'Union française, et surtout qui a eu aussi des mandats internationaux très importants, puisque c'est elle qui a représenté la France à l'ONU, à la commission de la condition de la femme à l'ONU de 1946 à 64, l'année de sa mort, parce qu'elles sont mortes à un an d'écart, toutes les deux dans un accident d'avion. Donc Marie-Hélène Le Faucheux, c'est une Française métropolitaine qui a une carrière à la fois nationale et internationale et qui se donne pour ambition, pour objectif, à travers la FUF, de renforcer les liens entre la métropole et l'outre-mer. Parce qu'en fait, c'est les femmes de l'Union française. Moi, je me suis intéressée aux Africaines, mais la FUF s'intéresse aussi aux femmes d'Indochine, s'intéresse aux femmes des Antilles, etc. Donc c'est plus large que simplement l'Afrique. Et Jeanne Vial, c'est une femme métisse du Congo. Elle n'était pas du tout connue jusqu'à une dizaine d'années. Maintenant, on a pas mal de travaux. On pourrait revenir sur elle. Enfin, pas mal, pas tant que ça, mais on connaît beaucoup mieux sa vie. Et elle a joué ce rôle d'intermédiaire en fait entre le continent africain et la France, et elle a été la secrétaire générale de cette association. Donc vous voyez là à gauche une couverture du bulletin des femmes de l'Union française qui est disponible à la Bibliothèque nationale de France, et à droite la photographie que j'ai mise en couverture, le comité AFUF de Porto Novo. Alors ces photos-là sont assez rares, hein, il y en a quelques-unes dans le bulletin, où l'on voit à quoi ressemblaient concrètement les antennes coloniales de cette association qui avait aussi une activité très intense en métropole. Hein, je ne m'attarde pas. Et donc, dans un certain nombre de colonies françaises, la FUF a créé des comités territoriaux où elle a rassemblé des femmes africaines et des femmes de métropole, et pour en faire un certain nombre de choses, et on pourra y revenir si ça vous intéresse. Donc j'ai un chapitre qui s'appelle « Les habits neufs de la mission civilisatrice » où j'interroge la manière dont, dans les années 40-50,
voilà, l'entreprise de civilisation avec des guillemets coloniale française est reconfigurée par cette association dans ces comités, dans les différents territoires. Et l'autre association, qui est d'obédience politique complètement différente, c'est la FDIF, la Fédération démocratique internationale des femmes, qui est une organisation internationale qui a été créée à Paris en 1945, aussi par d'anciennes résistantes, alors de toute l'Europe, avec une très très forte présence des femmes soviétiques et d'Europe de l'Est à Paris en 1945, et qui a organisé des grands congrès internationaux, donc Budapest 48, Copenhague 53, Vienne 58, et qui a été aussi partenaire d'un certain nombre de grandes rencontres internationales qui n'étaient pas organisées uniquement par la FDIF, mais qui étaient organisées par un certain nombre d'acteurs et d'actrices comme la Fédération syndicale mondiale, etc. Et donc je me suis beaucoup intéressée à la FDIF, donc là aussi il y a des travaux qui commencent à sortir, à son bulletin qui est disponible à la fois à la BNF et à Amsterdam, à l'Institut international d'histoire sociale, où vous avez là les deux couvertures, donc avec la version initiale, le bulletin d'information, voilà, c'est un bulletin qui était publié en 5 langues, donc diffusé vraiment à l'échelle internationale, qui a circulé en Afrique, on le sait, mais voilà, après on n'a pas toujours les sources permettant de savoir quel volume, etc. Et puis à droite, vous avez le même bulletin lorsqu'il devient un peu plus magazine, avec en couverture une photographie qui est assez forte. C'est une des premières fois où vous avez un portrait d'une femme d'Afrique. C'est une Congolaise dont j'ai retrouvé le nom, Véronique Bouesso, mais j'en sais pas plus sur elle. Et donc là, il y a des vraies recherches à mener pays par pays pour essayer de reconstituer un peu les trajectoires de ces femmes. Et Véronique Bouesso, en fait, a représenté le Congo au Congrès des maires de Lausanne en 1955, un congrès mondial des maires qui était organisé par la FDIF. Voilà, vous l'avez là avec d'autres représentantes de l'Afrique, donc de Côte d'Ivoire, de Madagascar et du Sénégal. Donc Véronique Bouesso, elle est à gauche sur la photo. On retrouve ces Africaines, donc autre exemple, à Budapest en 1956 lors de la première conférence mondiale des travailleuses. Alors là, c'est pour faire un point méthodo un peu, là, les archives de cette conférence où des Africaines étaient présentes, elles se trouvent en fait à Montreuil, aux archives de la CGT, à l'Institut d'Histoire Sociale, donc en fait pas du tout en Afrique. Donc c'est aussi un livre qui m'a amené à me rendre compte à quel point les archives de l'Afrique étaient évidemment dans des centres d'archives à travers le monde et pas seulement dans les pays africains. Donc là, je connais mieux les protagonistes de cette photographie, mais on pourra y revenir. Et puis, grâce aussi à la FDIF, on peut voir que ces femmes d'Afrique se retrouvent pas seulement avec des Françaises, mais avec aussi des femmes d'autres continents, et notamment les femmes d'Asie. Donc là, c'est au Caire, en 57-58, où vous avez une déléguée égyptienne dont je n'ai malheureusement pas le nom, mais ça, voilà, je pense que ça serait quelqu'un qu'on pourrait identifier relativement facilement avec des gens qui travaillent sur l'Égypte de ces années-là. Marthe Wandier du Cameroun, une déléguée du Vietnam, Gisèle Rabessala de Madagascar et Marthe Ekemeyong, qui est l'épouse de Mounier, du Cameroun également. Et j'aime bien cette photo parce que c'est assez compliqué avec les sources de se rendre compte de ce qui se passait dans ces congrès. Et là, dans cette photo, on voit voilà, que ça semble être une photo prise sur le vif avec des échanges cordiaux entre ces femmes. Donc à la fin des années 50. Donc en fait, voilà les deux organisations centrales, mais après voilà, je me suis intéressée à pas mal d'autres collectifs et moments de mobilisation. Et à chaque fois, je pose la question du discours qui est tenu sur la sororité ou sur les relations entre femmes françaises et africaines. Un discours en fait qui est mis au service de l'impérialisme ou de l'anticolonialisme, parce que la FDIF portait un message anticolonialiste alors que la FUF portait un message impérialiste, mais en fait les protagonistes de ces deux associations ont la même rhétorique sur la sororité, donc c'est pour des objectifs politiques différents. Et donc j'ai essayé d'analyser ces moments de rencontre et puis surtout les effets retours en Afrique en fait de ces rencontres. Qu'est-ce que les Africaines que j'ai pu identifier et sur lesquelles j'ai eu des informations ont fait
de ces contacts qui se produisent en Afrique, en France ou dans d'autres régions du monde, et quels effets ça a eu en termes de genre dans les rapports de force, évidemment, dans leur pays, et puis par rapport aux colonisateurs. Et je termine le livre donc, au début des années 60, donc j'enjambe la période des indépendances début des années 60, pour essayer de voir comment ces femmes d'Afrique, finalement, réclament et construisent, fabriquent une autonomie par rapport aux hommes de leur pays, autonomie par rapport aux femmes occidentales, et alors derrière occidentales, je mets aussi les femmes soviétiques, mais forcément, bon, voilà, les femmes des organisations internationales, et comment finalement pas qu'on sort, mais comment se reconfigure le face-à-face métropole-colonie. Parce qu'en fait, le dernier chapitre, c'est vraiment sur la manière dont Marie-Hélène Le Faucheux, qui est la présidente du Conseil international des femmes, essaye de favoriser la création d'unions de femmes africaines dans plein de pays pour qu'elles adhèrent au Conseil international des femmes. Donc on n'est plus dans une relation coloniale, puisque les pays sont indépendants, mais on est dans quelque chose qui ressemble à la coopération, à du lobbying, à de l'ingérence française, donc par le biais de ces associations de femmes. Voilà, je m'arrête là. Ça a été trop long. Merci beaucoup. Merci à Militech de nous inviter aussi. Alors, je suis désolé, je n'ai pas de PowerPoint, donc ça va être de l'oral, vous prenez les notes. Alors, mon ouvrage s'appelle Décolonisation avec un point d'interrogation. Donc, je ne sais pas si on a la petite fiche. En fait, donc, je vais peut-être d'abord décrire un petit peu ce qui m'a amené à ce sujet. Comme ça a été souligné tout à l'heure, au départ c'est un travail de thèse donc, qui a été considérablement remanié parce que malheureusement ma thèse, ça fait longtemps que je l'ai faite. Et donc c'est une synthèse de travaux post-doctoraux avec tout ce qui a été produit aussi depuis 25 ans sur l'histoire de l'Afrique subsaharienne et puis une revisitation des archives aussi bien sûr pour l'écriture de ce livre. Mais au départ, donc, le projet de ma thèse était celui de faire une histoire institutionnelle et politique tout à fait classique. J'étais d'ailleurs dans ces murs, parce que j'ai fait ma thèse ici à la Sorbonne. Et mon idée était de prouver, en quelque sorte, l'hypothèse, c'était de montrer finalement que les partis politiques africains avaient eu un rôle déterminant dans l'histoire des décolonisations de l'Afrique de l'Ouest, ce qui était alors peu souligné par l'historiographie. Mon projet, avant que je connaisse les post-colonial studies, c'était de restituer l'agency des acteurs, donc leur pouvoir d'autonomisation. Et disons que voilà, cette orientation éthico-politique était celle qui m'a animé au départ. Alors dans ma trajectoire de thésard, j'ai fait plusieurs rencontres, dont une qui m'a particulièrement marqué et qui m'a engagé dans un programme de recherche. J'étais jeune, j'étais en deuxième année de thèse, qui travaillait sur les rapports entre les cultures corporelles du scoutisme en particulier et l'impérialisme. Alors vous allez me dire, on est quand même sur deux sujets extrêmement qui paraissent un peu antinomiques. Et en fait, non. Pourquoi? Parce que quand on travaille sur l'histoire des mouvements de jeunesse et des mouvements de jeunesse comme le scoutisme, on se rend compte que le rapport à la colonisation en fait est très étroit. Je ne vais pas développer parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous prenez juste l'exemple de Baden-Powell, qui est l'inventeur du scoutisme, c'est un officier colonial. Il a fait la guerre des bourses, il était en Inde, c'est par ailleurs un espion au service de Sa Majesté, et il va créer une pédagogie nouvelle, tout à fait intéressante, où il va emprunter en fait une symbolique à ce qu'on appelle alors la vie sauvage, des chants à racoler, l'idée qu'il faut développer la sensorialité des enfants dans des activités de pleine nature, qui va tout à fait à l'encontre en fait des pédagogies corporelles qui sont alors en cours en Angleterre, puisqu'en Angleterre vous avez le drill, l'éducation physique militaire et puis le sport. Et le dessin de Baden-Powell est tout à fait clair. Il s'agit de, par le corps, par l'éducation du scoutisme, faire incorporer aux enfants britanniques un certain nombre de valeurs, bien sûr, le patriotisme, l'amour de l'Empire, de la reine, de la religion, mais surtout transformer des psychismes
pour que ceci soit dirigé en quelque sorte vers la protection des marches de l'Empire. Il s'agit de créer de nouvelles générations d'élites britanniques qui vont non seulement consolider, mais peut-être aussi augmenter les frontières de l'Empire, et qui seront à même donc d'affronter la vie sauvage par l'entraînement fort à procurer de soutien. Tout ça a l'air de nous éloigner de notre sujet, mais en fait, il ne nous en éloigne pas tellement. Pourquoi ? Parce que, étant donné que j'étais plongé dans ce programme de recherche, je travaillais toujours sur l'histoire institutionnelle de l'Afrique de l'Ouest, et celle-ci est désormais très bien balisée, avec des auteurs comme Tony Shaffer ou Frédéric Cooper qui ont beaucoup travaillé sur ces questions, qui m'ont d'ailleurs fait changer un certain nombre de choses par rapport à ce que j'avais écrit il y a 25 ans. Mais ça m'a incité en fait à croiser cette histoire politique et institutionnelle avec une histoire sociale en fait de la décolonisation. C'est-à-dire de voir un peu ce qui se passait dans la société elle-même et quels étaient les rapports ou non entre les transformations institutionnelles et politiques qui effectivement s'accomplissent de manière extrêmement puissante entre 1945 et 1960. Pour ce qui concerne les transformations institutionnelles et politiques, avant de les croiser avec cette histoire sociale, comme vous savez, en 1945, il y a toute une série de mesures nouvelles qui vont transformer en fait assez profondément non seulement la représentation des Africains dans les institutions politiques, avec des limites évidentes, puisque vous savez que les réformes qui sont appliquées en 1946 vont permettre d'augmenter la représentation des Africains à l'Assemblée nationale, au Conseil de l'Union française, qui est nouvellement créé, mais aussi dans les instances locales, ce qu'on appelle les conseils de gouvernement, les assemblées territoriales, mais le suffrage universel n'est pas accordé. On est toujours sur un système de double collège, donc ce qui permet évidemment de maintenir le pouvoir à la fois de l'administration et du colonat de manière très univoque sur les sociétés, les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais le deuxième plan de ce New Deal colonial en 1946, c'est la création du FIDES, le Fonds d'investissement et de développement économique et social, qui va complètement renverser les politiques coloniales qui jusque-là étaient tenues, puisque, vous le savez sans doute, jusqu'en 1946, sauf il y a quelques exceptions, mais enfin ce sont des exceptions, les colonies sont censées s'autofinancer. D'accord ? Donc, en fait, comment les colonies se développent, comment on paye les fonctionnaires, on les paye avec l'impôt qu'on prélève sur place. Donc, ça ne doit pas coûter à la métropole. Il y a des exceptions, notamment dans les années 30, mais enfin, quand même, ça, c'est la petite colonie. Le FIDES, il renverse ça, puisqu'il y a un plan très important de développement qui est posé en 1946, de 700 milliards de francs CFA sur 10 ans, qui est divisé en deux plans, mais peu importe, et qui propose un développement économique donc dirigé par la métropole, mais animé évidemment sur place par les gouverneurs généraux et les administrateurs, et qui va provoquer donc un certain nombre de transformations économiques. On va chercher notamment à développer des infrastructures routières, ferroviaires, à améliorer les infrastructures portuaires, mais sur le plan social, ça change aussi. Pourquoi ? Parce qu'on va investir une partie de cette manne, à peu près 30% sur les 10 ans, enfin entre 20 et 30%, ça dépend des périodes, peu importe, soit le premier et le deuxième plan, dans ce qu'on appelle l'hygiène, donc quelques hôpitaux qui existent, surtout l'hôpital de Dakar, mais aussi les missions itinérantes de médecins qui vont soigner dans les coins les plus reculés de l'Afrique occidentale, mais aussi de l'éducation. C'est là où on commence à rejoindre véritablement le sujet. L'éducation, puisque il faut savoir qu'en AOF, en 1945, le taux de scolarisation d'une classe d'âge est à peu près de 4%. Donc la mission civilisatrice dont parlait Pascal il y a un instant, on voit qu'elle a produit relativement peu d'effets quand même sur le niveau d'éducation des jeunes Africains. Et on va passer donc de 4% à 14% en 1960. Donc vous allez me dire, bon, c'est toujours pas beaucoup, c'est pas beaucoup, mais ça dénote un effort quand même très important qui va se matérialiser dans l'enseignement primaire et secondaire, mais aussi dans un certain nombre dans des systèmes de bourses qu'on va accorder à des étudiants méritants africains qu'on va envoyer en métropole. Et
à l'Institut des hautes études de Dakar, plus marginalement, qui ne peut accueillir que quelques centaines d'étudiants. Et en 1960, vous avez à peu près 10 000 étudiants qui proviennent donc d'Afrique de l'Ouest, qui sont financés par des bourses d'État et des bourses territoriales, peu importe, mais qui montrent qu'il y a donc cet effort important. Alors évidemment, quelle est la politique, si vous voulez, qui est pensée en 1946 quand on commence à développer ce système éducatif? C'est évidemment qu'on passe d'un système qui était celui d'une espèce d'illusion de l'assimilation à très long terme à celui d'une association des élites, qui va être rendue possible par la formation de cette nouvelle génération. Donc l'enjeu politique autour de ces jeunes qui sont formés dans les universités françaises, il est fondamental. Parce que toutes les réformes du système colonial qui sont envisagées dans les années 50 reposent en fait sur l'intégration de ces jeunes au système administratif, à la gestion des affaires politiques. Et c'est donc, comme je l'ai dit, un enjeu tout à fait stratégique politiquement. Or, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que début des années 50, entre 1953 et 1955, on va avoir une radicalisation politique de ces mouvements étudiants qui vont progressivement tous s'intégrer à une grande fédération qui s'appelle la FEANF, la Fédération d'étudiants d'Afrique noire en France. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais qui va fédérer l'ensemble des associations étudiantes dans un discours qui va se radicaliser dans l'anticolonialisme. Au point qu'en 1956, on est arrivé à un tel degré de radicalisation que la FEANF, et donc toutes les composantes du mouvement étudiant, soutiennent la lutte du FLN, soutiennent la lutte de l'UPC au Cameroun, dont on a vu tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait la femme d'Ernest Lourdier, la guerre au Cameroun, c'est-à-dire les deux fronts les plus brûlants des décolonisations françaises. Et donc cette génération est en train d'échapper, en quelque sorte, à ceux qui l'avaient promu, donc les autorités coloniales, pour les associer progressivement au pouvoir. Donc ça pose un problème très important. Alors, quand on étudie avec un peu de rigueur, notamment les rapports politiques sur l'évolution de ces mouvements étudiants, que ce soit en France ou à Dakar, puisque nous avons une antenne à Dakar dans l'Institut des hautes études de Dakar, qui devient en 1957 l'Université de Dakar, qui est l'élément toujours aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que la principale angoisse politique des autorités coloniales entre 1956 et 1960, c'est l'ébullition de la jeunesse. Il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui viennent s'y ajouter, mais je pense que le livre apporte, en tout cas, cet éclairage qui est nouveau sur ce qui va motiver, en fait, le processus des décolonisations qu'on va connaître entre 1956 et 1960. Quand je dis, évidemment, ce n'est pas une explication monocausale, il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Vous le savez, par exemple, Frédéric Cooper fait une très bonne analyse des forces syndicales. Là où je m'écarte de Frédéric Cooper, c'est qu'il parle d'un prolétariat africain, alors que le prolétariat africain est absolument minoritaire. Les syndicats, y compris les syndicats qui se réclament du mouvement ouvrier, sont des syndicats essentiellement composés de fonctionnaires africains. Mais il y a cette poussée syndicale absolument évidente dans les années 50 et qui crée une agitation politico-syndicale, on va dire, puisque la grande revendication des syndicats africains, c'est l'égalité entre les fonctionnaires africains et les fonctionnaires français, ou les salariés africains dans le secteur privé, les salariés africains dans le secteur privé. Là, ça se concentre essentiellement sur l'administration publique. Alors ça, c'est un autre motif d'inquiétude qui vient se croiser, bien sûr, avec la question donc, de la jeunesse révolutionnaire, puisqu'elle est devenue révolutionnaire au milieu des années 50. Or, on voit les autorités coloniales, et on voit très bien d'ailleurs que des gouverneurs généraux comme Cornu-Gentil, qui vont rester gouverneurs généraux jusqu'en 1956, si ma mémoire est bonne, ont une analyse parfaitement lucide sur ces questions-là. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la dernière pluie. Et on voit notamment qu'un ministre comme Tedjen, donc celui qui précède immédiatement Gaston Defferre, qui va être à l'origine de la loi cadre en 1956,
vous lisez le rapport Tedgen, vous avez déjà quasiment tous les articles de la loi 4 qui sont déjà écrits dans le rapport Tedgen. C'est-à-dire, Defer ne fait que transposer, même s'il s'en attribue toute la paternité, des études qui ont été faites avant lui et qui montrent qu'on est face à un double problème insurmontable. Premier problème insurmontable, donc, cette jeunesse révolutionnaire, donc on ne sait pas comment on va arriver à l'intégrer à l'administration coloniale. Puis deuxième problème révolutionnaire, c'est le problème politique, c'est le problème syndical. Alors devant ça, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée, c'est de conserver l'Empire. Il n'est pas question d'indépendance jusqu'en 1959, on soit bien clair. Mais il faut quand même faire face à cette situation. Alors pour faire face à cette situation, Gaston Defer donc, va promouvoir une loi qui est la loi 4. La loi 4, vous en avez sans doute entendu parler, hein, c'est une loi très importante pour toutes les colonies françaises de l'époque, sauf l'Algérie, un cas particulier. La loi cadre sera appliquée en Algérie en quelque sorte 2 ans plus tard, en 58, bien trop tard, mais peu importe. Et en 56, donc, la loi 4, qu'est-ce qu'elle promeut? Elle promeut le suffrage universel. Donc ça, c'est un renversement formidable. Parce qu'évidemment, avec le suffrage universel, qu'est-ce que Defer promeut? Il promeut les partis africains qui sont sur place et qui vont devenir mathématiquement majoritaires dans les assemblées territoriales, donc dans les assemblées de tous les territoires de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi dans les conseils de gouvernement, puisque les conseils de gouvernement, qui sont les exécutifs locaux, sont issus en fait des assemblées territoriales. Donc c'est un remodelage complet de la structure institutionnelle et politique de l'Afrique de l'Ouest, mais pas seulement, de l'Afrique équatoriale française, de Madagascar, du Togo, du Cameroun, etc. Alors pourquoi prendre ce risque-là? Alors Defer a, à mon avis, fait un coup de maître. Pourquoi? Parce que d'une part, les assemblées territoriales et surtout les conseils de gouvernement vont avoir des pouvoirs extrêmement étendus, beaucoup plus étendus que ceux qui leur étaient dévolus jusque-là, puisque le pouvoir était quand même déjà d'abord centré sur le gouvernement général et la personne du gouvernement. Là, il y a une extension des pouvoirs législatifs et surtout exécutifs qui inclut le pouvoir de police. Ça, c'est fondamental. Or, ce pouvoir de police, ça signifie quoi? Ça signifie que ce sont donc les assemblées territoriales et surtout les conseils de gouvernement qui vont devoir gérer les crises internes à leur propre territoire. Et ça ne sera donc plus géré par le colonisateur, mais par les partis africains qui vont prendre le pouvoir dans le cadre de ce nouveau modèle de colonisation. Donc ça, c'est pas. Il y a une phrase de Defer, une phrase d'ailleurs qui est dans les archives de Gaston Defer à Marseille, où il explique, voilà, au Togo, on a dû s'opposer à des opposants, à des gens violents. Maintenant, c'est l'Assemblée, enfin c'est le Conseil du gouvernement qui va prendre le relais. Il a pris le relais, il enferme les opposants, on ne leur donne pas des gâteaux tous les jours, mais enfin, au moins, c'est plus nous qui le faisons. C'est génial. Alors, c'est un risque mesuré, pourquoi? Parce que contrairement à ce que je croyais dans mon hypothèse initiale, c'est que la plupart des partis africains ne sont pas pour l'indépendance. Ne sont pas pour l'indépendance. Il y a le cas tout à fait particulier de la Guinée qui, en 1958, vous le savez, dit non au référendum proposé par De Gaulle sur l'autodétermination des territoires, l'indépendance des territoires. C'est un cas très particulier et très conjoncturel. Il faut vraiment l'étudier de près, mais peu importe. Et donc, cette capacité qu'ont les conseils de gouvernement débarrasse le colonisateur de toute responsabilité dans la répression. Et comme les partis politiques africains ne veulent pas l'indépendance, finalement, c'est tout bénef, je dirais, pour les autorités coloniales qui conservent en même temps les pouvoirs régaliens, mais qui délèguent, et là on est vraiment dans un système associationniste, qui délègue en fait, la gestion des affaires courantes et le sale boulot, si je puis me permettre, aux partis africains, désormais donc majoritaires aux assemblées et dans les conseils de gouvernement. Ok. Donc ça, c'est un premier point, ce qui nous amène à distinguer, évidemment, cette génération d'élite qui dirige les partis africains dans les années 50 et qui tous ont été formés en gros dans les années 30-40, en particulier en France, si vous pensez, si on prend l'exemple emblématique de Senghor, le premier agrégé de grammaire de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, qui a dirigé le bloc démocratique
sénégalais, qui dirige avant cela le deuxième parti fédéral après le RDA. Donc ce sont des gens en fait qui ont été formés dans la politique non pas de l'opposition frontale avec le colonisateur, mais d'une politique de négociation. Ils ont obtenu des postes, Senghor a été ministre, Houphouët-Boigny aussi. Et finalement, en dehors des cas très particuliers de l'Union des populations du Cameroun et de certaines fractions du RDA, notamment le RDA Guinée, les partis africains ne sont pas prêts à l'indépendance. Il y en a même d'ailleurs qui la refuseront en 1960, il faut quand même le savoir. Très intéressant. Le Gabon refusera l'indépendance. On l'obligera Léon Mba à ce que le Gabon devienne indépendant. C'est la France qui le poussera dehors, en quelque sorte. Donc vous voyez, l'hypothèse que j'avais mise au début, donc le rôle des partis politiques dans la colonisation était fausse. Donc, très bien. Et ça nous amène donc à distinguer cette génération d'élites, que j'ai appelée les élites de compromis, qui sont un compromis, avec les élites donc de rupture, qui sont cette élite de deuxième génération, et qui eux sont les élites révolutionnaires, et qui en 1957 représentent un danger d'autant plus grand que, d'une part, la jonction a été faite entre la FEANF, l'UGTAN, le plus grand syndicat fédéral d'Afrique de l'Ouest, et puis la création du premier parti indépendantiste africain, qui s'appelle le PAI, qui est créé en 1957, le Parti africain de l'indépendance, qui pour l'instant en 1957 n'a pas véritablement de base sociale, mais qui inquiète beaucoup les autorités coloniales. Et vous voyez qu'on est dans une dynamique qui va amener progressivement donc les autorités coloniales à lâcher du lest dans tous les sens du terme, et qui va amener donc aux indépendances entre guillemets pacifiques, parce qu'elles ne sont pas toutes pacifiques, c'est là aussi j'ai pas le temps de m'étendre, mais aux indépendances de 1960, qui signent en fait des indépendances où les relations, comme vous le savez, post-coloniales entre les États africains indépendants, entre guillemets, et la France sont de nature, on va dire, incestueuse, qui permettra la création d'États africains, etc. Bien. Maintenant, je crois bien, et je vais essayer d'aller très vite, en 2 minutes, sur mes élites africaines. Et là, vous voyez que sur le plan politique, les choses sont assez claires. On a des anticolonialistes, on a des partis africains qui sont plutôt dans l'idée d'un compromis, et c'est ce qui va permettre ces décolonisations entre guillemets pacifiques. Maintenant, si on s'intéresse à nos élites révolutionnaires, on peut se poser quand même un certain nombre de questions, parce qu'elles sont passées par les universités françaises, mais aussi parce qu'elles ont été formées, à la fois du point de vue cognitif, par l'école française aux colonies et puis par les universités, mais aussi par les activités corporelles qu'elles ont été les premières quasiment à pouvoir utiliser dans la période de l'après-Deuxième Guerre mondiale. J'essaie d'être clair, c'est un tout petit peu compliqué, mais je dois vraiment dire 2 mots là-dessus. Or, ce dont on s'aperçoit quand on travaille sur les textes qui sont produits par la FEANF, par exemple, ou par l'ensemble de ces associations étudiantes, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une forme de mimétisme, en fait, avec les projets coloniaux. Les perspectives d'avenir, qu'ils soient libéraux ou socialistes, s'inscrivent en fait dans une téléologie du développement. Et en fait, ce qui est proposé par ces mouvements révolutionnaires, c'est l'idée de rattraper l'Occident par tous les moyens. Et là, il y a quelque chose de troublant, si vous voulez, d'assez troublant, parce que, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la formation cognitive et corporelle, parce que la formation corporelle, c'est aussi, comme j'ai dit, de l'implémentation de normes, de styles de conduite, d'une conformation psychique qui s'articule bien sûr avec la formation cognitive de cette jeunesse, mais qui explique qui éclaire le fait que l'opposition politique est articulée en fait avec une proximité culturelle très importante avec le colonisateur et qui peut nous éclairer, je pense, sur la polarisation des sociétés africaines au cours des années 50, 60 et au-delà. À savoir que, vous avez une élite lettrée qui va
occuper l'essentiel des postes hégémoniques dans la société, notamment dans l'administration et dans les appareils politiques. C'est ce qui va se passer, puisque ces jeunes révolutionnaires, sauf cas exceptionnels, qui ont existé, notamment certains se sont engagés avec le FLN, d'autres se sont engagés avec l'UPC, ça a existé, mais la très grande majorité est soit restée en France, il y en a quand même plus de 35% qui est resté en France, soit sont devenus des personnalités dans ces positions hégémoniques dans les sociétés post-coloniales. Et ça nous montre que, en fait, les systèmes d'accession au pouvoir, eh bien, se sont transformés sous la colonisation. Ce sont des systèmes d'accession au pouvoir qui passent par le savoir, par l'éducation, par les diplômes. Et la polarisation se fait donc entre ces populations lettrées, diplômées, et puis les oubliés de l'histoire, c'est-à-dire l'immense majorité paysanne de l'époque. Et cette polarisation des sociétés africaines, on la voit se dessiner très clairement au cours de ces années 50-60, et elle va se poursuivre dans la post-indépendance, puisque tous les programmes post-indépendants vont en fait se nourrir d'une prédation effrénée sur la population paysanne, en ayant au passage abandonné, il faut le dire, tout projet alternatif à la modernité occidentale. C'est-à-dire que toutes les réflexions qui avaient été celles, par exemple, de présence africaine, celles de Cheikh Anta Diop, qu'on peut critiquer, hein, bien sûr, mais qui proposaient des modèles, disons, alternatifs, prenant en compte des systèmes communautaires, etc. Donc tout ça est passé par perte et profit, en gros. Et il y a donc des questions à se poser sur le sens, d'où mon point d'interrogation dans mon titre, sur le sens véritable des décolonisations, entre guillemets, puisque si du point de vue politique les choses sont relativement claires, dans les pays qui sont devenus indépendants, sont gouvernés par d'autres personnes que les colonisateurs, mais sur le plan de la trajectoire, on va dire la trajectoire culturelle et étatique, on peut se poser un certain nombre de questions, et pour moi ça signe, si vous voulez, ce passage du colonial à l'impérial. L'impérial, ce sera la période 45-60, celle de l'assimilation réciproque des élites, et puis à la post-colonie, donc la période post-coloniale, qu'on ne peut pas séparer de ce qui s'est produit avant, comme j'ai essayé d'expliquer. Voilà un petit peu la perspective du livre. On n'a pas de modérateur, je ne sais pas comment on fait. Ouais, moi, je te pose des questions. Oui, mais moi aussi j'en ai. On peut peut-être entendre aussi. On peut peut-être faire un temps si tu veux, de réaction, parce que je trouve qu'il y a des choses qui se croisent quand même. Ah bah bien sûr, oui. Moi aussi j'avais envie de te poser des questions. Dans nos livres, et la première dans tout ce que tu as dit qui m'apparaît partagée, c'est l'attention à l'histoire sociale en fait. Je crois que ce que tu disais, voilà, c'est l'idée de passer, enfin de s'intéresser aux acteurs, ce qui n'est pas toujours extrêmement évident avec les sources. Et puis finalement, c'est ce que tu dis à la fin, là, cette impossible décolonisation, cette décolonisation qui advient sur le plan politique, mais qui n'advient pas sur le plan culturel. Je voulais te demander, tu dis qu'il y a un mimétisme de ces élites, en fait finalement qu'elles soient élites de compromis ou élites révolutionnaires. Qu'est-ce que tu fais de tout ce qui a pu être écrit autour de la réappropriation? C'est-à-dire que, est-ce que c'est un copier-coller, effectivement, de la modernité occidentale, ou est-ce que voilà, tu emploies ce terme de réappropriation ou de retransformation, où finalement, certes, il y a un effet de cette mission civilisatrice sur ces élites africaines, mais elles en font autre chose aussi. Oui, elles en font autre chose, parfois, à mon avis. Si tu veux, les cas sont différents, mais on peut prendre deux trajectoires peut-être justement un peu différentes. On peut prendre l'histoire de la Guinée et puis l'histoire du Sénégal. Quand on prend l'histoire du Sénégal, c'est absolument frappant. C'est-à-dire quand on fait l'histoire à la fois de la fin de la colonisation du Sénégal et des années 60-70, de la trajectoire de l'État sénégalais, c'est tout à fait extraordinaire parce que d'abord les institutions coloniales demeurent, hein, c'est quand même un legs, me semble-t-il, assez important,
mais surtout il y a un suivisme de la politique française et des transformations institutionnelles en France qui sont reproduites au Sénégal, quasiment dans l'année qui suit, quoi. Ça vaut, alors il y a des tas de domaines, mais ça a été justement très bien étudié en histoire du sport. Quelqu'un s'est intéressé justement à la structuration du champ sportif au Sénégal par l'État sénégalais. Et en fait, il s'est aperçu que la création, par exemple, de l'Institut national du sport de Dakar suivait exactement les mêmes modalités que notre institut qui se trouve à Vincennes. Et que les circulaires qui affectaient telle ou telle institution ou les lignes politiques pour la création d'une unité étaient décalées au Sénégal, mais suivaient exactement les préceptes français. Et on pourrait multiplier les exemples dans des tas de domaines, dans le domaine social, fiscal, etc. Le cas de la Guinée est différent, tu as raison. Le cas de la Guinée est différent, et il y a des cas qui sont postérieurs, je veux dire, à cette période-là. Je pense évidemment à d'autres tentatives, comme celle de Sankara, où là on est quand même dans une volonté d'alternative. Mais si on prend l'exemple de la Guinée, c'est très intéressant, parce que au départ, Sékou Touré n'est pas convaincu qu'on doit dire non. Et tu sais, il est poussé par quoi? Il est poussé par les jeunesses du RDA, justement, qui elles-mêmes sont radicalisées, comme je viens de le dire, et aussi par un certain nombre de radicaux, notamment de l'UJTAN, dont il est le président. Bref, mais finalement, il dit non. Mais c'est un non, même si De Gaulle est humilié, c'est un non où il n'imagine pas une séparation avec la France. En fait, la France va couper le cordon au bout de quelques mois avec la Guinée, donc rapatrier tous les administrateurs français, tous les fonctionnaires français, les enseignants, etc., pour casser en quelque sorte la Guinée, ce qui va pousser la Guinée en fait dans les bras de l'Union soviétique et de la Chine. Mais on voit que là aussi, même s'il s'agit de l'Union soviétique et de la Chine, c'est un autre modèle de développement socialiste, mais là aussi, ce sont des modèles qui sont en concurrence avec le capitalisme occidental et qui se construisent aussi dans cette concurrence, là aussi, me semble-t-il, par effet mimétique. Après, évidemment, dans les années 70 et 80, il y a d'autres expériences qui seront menées, parce qu'on en revient aussi, évidemment. Les éléphants blancs qui sont créés par les accords de coopération dans les années 60, on en a déjà des exemples dans les années 50. C'est extraordinaire de voir ça d'ailleurs. Je me souviens d'un projet tout à fait extraordinaire où le pouvoir colonial, donc avec l'argent du Fidesz, décide que la vallée du Niger doit devenir une immense rizière. Alors ils font des expérimentations et sur des milliers d'hectares, et puis la première année, il y a des oiseaux, des kéléas à bec rouge, qui bouffent toute la récolte. Donc ça ne marche pas, bon, alors ils trouvent une autre solution, ils réessayent une deuxième fois, et puis ils ont des systèmes de canons pour éloigner les oiseaux, etc. Mais une deuxième récolte est quand même bouffée par les oiseaux qui sont habitués, ils sont ainsi, ils font une troisième récolte de riz, et cette fois ils décident de tuer tous les oiseaux. Donc on se connaît leur site de nidification, c'est autour d'un lac, et donc ils arrivent la nuit avec des bateaux chargés avec des militaires qui ont des lance-flammes, et ils brûlent tous les oiseaux sont tués. Mais il en reste quand même quelques-uns qui vont quand même venir bouffer la troisième récolte, et il faut ça pour arrêter l'expérimentation. Autre éléphant blanc, le système le barrage d'Ouléa au Cameroun, qui est un truc absolument énorme, gigantesque, et qui va se révéler en fait en surcapacité constante, parce qu'il n'y a aucun rapport entre la construction en fait et les besoins de développement de la région. On est dans un système étatique jacobin où en fait le progrès est pensé en France, comme en Afrique de l'Ouest, est pensé du point de vue de ce que disent les experts d'État. Tu vois, donc c'est toujours un truc top-down. C'est un truc top-down. Et on voit bien d'ailleurs que ce tropisme centralisateur, les États africains l'ont intégré totalement.
On est dans des systèmes qui sont des systèmes de développement volontaristes, qui partent toujours de l'État, avec l'aide, etc. Mais qui repose aussi, je pense que c'est ce que tu dis, enfin je pense qu'on est d'accord sur ça, qui repose aussi sur les relations interpersonnelles qui se sont nouées et sur les acteurs sociaux qui restent en place, que ce soit les Français, les Françaises, et qu'on voit très bien au début des années 60. Donc c'est vrai qu'on est dans une historiographie qui aujourd'hui va insister beaucoup sur les continuités, beaucoup plus que sur la rupture des indépendances, même si bon, c'est quand même des dates importantes pour les peuples de cette fin de la colonisation. Mais c'est vrai que quand on voit le nombre de cadres français qui restent effectivement dans les différents pays, les conseillers directs, directeurs de cabinet, etc., qui restent en place. Et du point de vue de la diplomatie au féminin, entre guillemets, ça continue effectivement à... Alors, à travers, quand même, moi je dirais qu'il y a des acteurs qui sont importants, et je pense qu'il n'y a peut-être pas tant de travaux que ça, c'est les organisations internationales, parce que je pense l'UNESCO, l'ONU, bien sûr, l'UNICEF, etc., en fait, deviennent quand même aussi des intervenants dans les pays africains, qui n'existaient pas au moment de la colonisation mais où on retrouve parfois les mêmes personnes. Et je voulais justement te demander, après on laissera peut-être public, mais comme toi tu as travaillé justement sur ces réseaux de femmes, moi je vois dans les mouvements que j'ai étudiés qu'il y a peu de femmes. Il y a Solange Faladier au début des années 50, voilà, la Féante, mais qui se fait quand même rapidement mettre de côté, d'abord parce qu'elle n'est pas assez radicale en 1953 pour vraiment cette chose. Mais justement, est-ce que ce que toi tu étudies permet de dire que ça a quand même créé une ouverture dans la deuxième partie des années 50, de ces mouvements à une plus grande mixité, à une place des femmes qui serait mieux reconnue ou Alors, déjà, il y a peu de femmes, mais il n'y en a pas si peu que ça, parce que je pensais, les chiffres que tu donnais sur le nombre d'étudiants africains en France, à peu près 10 000, enfin entre 8 et 10 000 au courant des années 60, voilà, ce qu'on a pu comptabiliser, parce qu'il y en a d'autres qui échappent aux statistiques, il y a 17% de femmes. Sur cet ensemble, donc effectivement c'est pas beaucoup, mais en fait moi ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est les histoires de couples. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand même on a énormément de cas de couples militants, avec effectivement des élites masculines qui ont les pouvoirs, ça c'est pas, voilà, c'est pas un scoop, mais des élites féminines qui vont jouer un rôle effectivement, alors donc étudiantes, responsables d'associations, engagées dans des partis politiques, etc., alors qui vont jouer un rôle dans les luttes pour les indépendances, mais qui est un rôle qui ensuite est totalement minimisé au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, moi, la période sur laquelle j'ai travaillé, jusqu'en 62, et je pense que le basculement ne se fait pas dans tous les pays au même moment, mais en gros, jusqu'au tout début des années 60, on est dans des logiques où les femmes sont vraiment dans une lutte politique, je pense, on peut dire mixte. Où vraiment, même si elles ont des comités féminins à part, on les renvoie à leurs affaires de femmes, etc., leur participation aux luttes de décolonisation est, à mon sens, jusqu'à présent très sous-estimée. Mais parce que le récit post-indépendant, c'est un récit nationaliste qui a été écrit au masculin et qui a complètement renvoyé aux oubliettes la part que ces femmes ont joué. Alors, au lendemain des indépendances, il y a eu des unions féminines qui ont été créées, mais qui rapidement, avec le régime de parti unique, sont devenues un peu des caisses d'enregistrement de la politique, des gouvernements au pouvoir et des partis uniques au pouvoir. Donc on a une Union nationale des femmes du Mali, etc., qui rapidement vont faire des campagnes d'alphabétisation et voilà, et on va dire ne pas avoir la reconnaissance politique qu'on aurait pu imaginer au vu de leur implication dans les mouvements de décolonisation, même si on a quand même des femmes députées dès la fin des années 50, mais voilà, qui après n'ont pas de pouvoir parce que de toute façon personne n'a de pouvoir à part les régimes, enfin
les chefs d'État. Donc je pense, oui, que ça... Après, ça dépend des pays. Au Cameroun, c'est voilà, la mixité de la lutte est très nette. Au Mali aussi. Et puis, ça dépend des travaux qui ont été menés, en fait, aussi. Parce que moi, je ne suis pas spécialiste d'un pays en particulier. Donc, c'est ce que je dis souvent en parlant de mon travail. Hein. Il y a les limites qui sont que j'ai beaucoup travaillé avec les travaux des autres aussi. Et demandé beaucoup d'éclairage à des collègues voilà, spécialistes de l'histoire de Madagascar, de Cameroun, même de l'Algérie, etc. Et je pense qu'il y a, voilà, il y a encore assez peu de choses qui sont faites sur la mixité de ces luttes. Et sur ces couples militants, c'est difficile à documenter. C'est clair que les étudiantes africaines en France, elles sont moins radicalisées que les étudiants. Mais ce sont les sœurs, les épouses, les compagnes des étudiants de la France. On peut peut-être laisser au public s'il y a des questions. Merci beaucoup. Ce serait plutôt pour vous, monsieur, par rapport à la distinction en fait, conceptuelle entre du coup, une élite de compromis et une élite de rupture. Je crois que je vais l'appeler comme ça. En fait, c'est, vous l'avez dit, mais c'est juste pour être clair, pour être sûr, par rapport à la distinction. Donc, je comprends bien que c'est une période où déjà ça devient difficile de maintenir l'emprise coloniale, donc il y a des fonds qui sont investis. Mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment une différence de nature dans la constitution même de ces élites, dans le sens où, d'accord, il y a 10 000 étudiants qui viennent, et ça c'est un changement, mais en fait les élites, elles ont toujours été quand même formées en métropole, si je me trompe. Et donc, est-ce que dans la volonté de la métropole de former ces élites, est-ce qu'il y a un changement de nature ou c'est juste un changement d'ampleur ? Alors, il n'y a pas un changement de nature, mais il y a un changement quand même de dimension, puisque jusqu'en 1939, on ne se soucie quasiment pas de la formation des élites ouest-africaines. Je crois qu'il y a moins de 100 étudiants ouest-africains en France en 1939. Il y a une association qui est l'association des étudiants coloniaux, mais qui regroupe l'ensemble des étudiants coloniaux qui se trouvent à la cité universitaire à Paris. Vous avez les Vietnamiens, les Indochinois, les gens d'AEF, etc., qui sont regroupés dans une seule association qui édite un petit journal sous contrôle d'ailleurs de l'autorité coloniale, mais ils sont très très peu. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas de politique de formation d'élite avant 1940. Il y a une élite incidente qui arrive par le miracle de la promotion républicaine, parce que les parents sont bien intégrés dans l'économie monétarisée et l'administration coloniale, et donc par des effets de mixité avec des administrateurs français, par exemple, ont la solution pour envoyer leur enfant dans une université française. Donc c'est quand même l'exception. Là, on change vraiment clairement de braquet, si je peux me permettre. Après 1945, ça fait partie d'un projet politique intégré en quelque sorte, que celui de promouvoir des élites dans une rénovation à large échelle du système institutionnel et politique colonial, mais aussi du développement économique colonial. En fait, c'est quoi l'angoisse, c'est la conférence de Brazzaville le dit déjà, placée sous l'autorité de Pléget et de... Laurency. Il y a Laurency, mais tu sais, le député de Guyane... Eboué. Voilà, la France de Brazzaville le dit très clairement déjà, on ne peut plus faire comme avant. C'est-à-dire aujourd'hui, je vous rappelle que la France quand même a perdu les mandats de Syrie et du Liban entre 1943 et 1945. Donc ça chauffe quand même. On a les émeutes du Constantinois en 1945. Donc il y a quand même des alertes sérieuses qui ne sont pas totalement idiots. Donc il s'agit vraiment de changer de braquet, d'intéresser. Après, ce qui est une différence de nature. Je pense que l'élite de première génération, ce sont des gens qui se frottent à la politique dès 1945. La constitution du RDA, c'est 1945. La constitution des indépendants d'outre-mer par Senghor, c'est 1946. Je prends les deux grands partis fédéraux. Et ce sont des gens qui tout de suite sont confrontés, je dirais, au réel des relations avec les autorités coloniales. C'est-à-dire, il faut... soit on prend le maquis, soit on négocie, quoi. Il n'y a pas tellement d'autres
d'autres alternatives. Donc, dès le départ, ils sont dans la négociation. Alors, pas le RDA, puisqu'il est affilié au Parti communiste jusqu'en 1950, mais dès que Houphouët-Boigny tourne le dos au Parti communiste, c'est-à-dire en 1950, après la répression sanglante que la France a opérée en Côte d'Ivoire entre 1946 et 1950, c'est terminé. Houphouët-Boigny sera totalement dévoué, je dirais, à la cause de l'union franco-africaine, y compris après les indépendances. Ce sera lui d'ailleurs qui sera un des résistants les plus acharnés à l'idée même d'indépendance. Il faut savoir, jusqu'en 1959, il n'en veut pas. Donc il y a une différence politique entre cette élite-là qui accède progressivement au pouvoir, à des pouvoirs en tout cas notables. Houphouët-Boigny devient ministre, encore aussi, et d'autres, et puis sinon, en 1956, ils deviennent les patrons des conseils de gouvernement. Donc eux, ils sont dans la réalité de l'exercice du pouvoir, et ils ont une assise sociale, ils ont une vraie popularité. Nos étudiants, ils sont dans la diatribe révolutionnaire, mais sans base sociale. Ils sont dans le ciel des idées. Mais le ciel des idées, il peut se transformer en action aussi. Et on sait bien que la révolution commence par les élites, et c'est quand même ça qui fait craindre aux autorités coloniales, des effets de contagion. Parce que ces effets de contagion, ils sont déjà perceptibles en 56 et 57. Par exemple, dans les lycées, en Afrique même, on a des grèves, des révoltes, il y a des mutineries, enfin, on ne sait plus comment les finir, quoi. Et donc ça devient quand même problématique. Le feu coule sous la braise, quoi. Donc, vous voulez dire que la révolution commence par les masses, c'est ça? Non, je pense que... Commence par les élites. Alors, en tout cas, c'est la conception que eux se font. Eux, ce sont des missionnaires révolutionnaires. C'est-à-dire, pour eux, la révolution, c'est l'élite léniniste. Oui, d'accord, ces élites radicalisées. Elles se pensent comme les bergers des futurs de masse trompés par cette génération, parce qu'il y a une lutte générationnelle, qui n'est pas seulement une lutte politique, qui est aussi une lutte pour le pouvoir. D'accord ? Une fois que la loi cadre est passée, que les élites de compromis se sont compromises avec le colonisateur, de fait, sans porter de jugement de valeur, là, la rupture, elle est définitive. C'est-à-dire qu'il y a deux ennemis, il y a la colonisation des autorités coloniales, et il y a cette première génération d'élite qui est placée au même niveau. Et cela, il faudra les fiches dehors par la force. Et quand même, en 1957, on est au stade des appels à la lutte armée. Donc, ça commence quand même un peu à... Voilà, encore une fois, le feu coule sous la braise. Donc oui, d'un point de vue politique, il y a quand même une très grande différence, mais on voit malgré tout qu'après 1960, la plupart de ces élites révolutionnaires, elles vont réintégrer les systèmes de pouvoir. Et on va les retrouver dans les organisations internationales, on va les retrouver ministres, on va les retrouver présidents plus tard. Mais un certain nombre, quelques-uns, y croiront jusqu'au bout, et notamment... certains s'engageront pour l'UPC, se feront tuer dans le maquis, c'est arrivé. Mais c'est quand même exceptionnel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Alors tout d'abord, merci pour l'exposé. Moi, je vais... pas des questions, mais plutôt des remarques. Vous avez parlé d'abord en premier lieu des partis politiques africains, et du fait qu'il n'y avait pas de parti qui était pour l'indépendance. Moi, je vais parler par exemple du cas du Sénégal. Il y a eu plusieurs révolutionnaires au Sénégal, parce qu'effectivement, le Sénégal, c'est un des pays qui a le plus collaboré avec la France à l'époque, mais c'est aussi l'un des pays où il y a eu le plus de révolutionnaires. Je vais prendre par exemple l'exemple de Lamine Senghor, qui a été tirailleur sénégalais en France, qui a fait la Première Guerre mondiale, qui a lui été aussi membre du Parti communiste français, et qui s'est présenté dans le 19e arrondissement à l'époque, qui pouvait rentrer au Sénégal, mais que Senghor a empêché de rentrer au Sénégal pour qu'il n'y ait pas un mouvement révolutionnaire au Sénégal. Il y a eu aussi le cas d'un autre étudiant sénégalais qui est Omar Blondin Diop, qui a été le premier noir à rentrer à l'école normale supérieure à l'époque, aussi qui a été attrapé à l'époque par les autorités coloniales, qui va être renvoyé au Sénégal, qui va mourir à Gorée dans une prison. Donc juste pour dire que c'est pas le fait que les partis politiques africains n'étaient pas pour l'indépendance, c'est que les forces qui auraient pu mettre en œuvre l'indépendance ont été empêchées. Il y a une stratégie délibérée de la France pour le faire déjà. Alors c'est vrai, je suis entièrement d'accord, parce qu'il y a eu des tentatives de création de partis qui ont été tuées dans l'œuf après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'autre point que je voulais aborder, c'est la question des élites africaines.
En fait, le fait que les États africains ne soient pas compromis à cette époque, c'est un miracle. Parce que je sais qu'au Sénégal, par exemple, dans la région de Saint-Louis, il y avait l'école des otages qui a été créée par Federbe, où les élites africaines, notamment les enfants de souverains, étaient formés. Et après, envoyés en Algérie pour entrer dans l'armée française. Il y a aussi à Gorée l'école William Ponty, où d'ailleurs Blaise Diagne a été formé. Aussi, pour parler de rupture, Mamadou Dia a fait cette école aussi. Et pourtant, Mamadou Dia a une vision plus, on va dire, plus socialiste, plus nationaliste africaine que Blaise Diagne, par exemple, ou même Abdoulaye Wade par la suite qui va être président du Sénégal. Donc ouais, c'était un miracle limite que les États africains ne soient pas corrompus, ça allait de soi. Et en fait, la dernière question qui m'intéresse, que je trouve très pertinente, c'est la question des femmes. Je sais par exemple qu'au Sénégal, les femmes ont beaucoup lutté pour l'indépendance du Sénégal. Et d'ailleurs, même avant même l'indépendance, je sais par exemple que dans le royaume du Waalo à l'époque, il y avait une dame qui s'appelait Datéya Le Bouc, qui a été la reine du Waalo, et qui a lutté contre les Mortraza durant la traite transsaharienne dans l'Afrique occidentale française à l'époque. Aussi, pour la question des femmes, il y avait aussi Aïssatou Diatta à Ziguinchor. Donc le Sénégal, c'était un bastion de la culture de l'arachide à l'époque. Donc c'est une dame qui a lutté contre la mise en place de cette culture-là, et qui, à cause de ça, va être exilée au Gabon. Voilà. Donc juste pour venir sur la question des femmes, et montrer aussi que les femmes africaines ont comme joué un rôle important dans les indépendances et dans l'île de libération africaine en général. Donc voilà en gros les 3 points que je voulais okay. Non, c'est plus des remarques, mais effectivement, il y a eu des révolutionnaires, il y a eu des tentatives de création de partis, effectivement, au début, après la Première Guerre mondiale, qui ont été, le RDR, on est l'exemple le plus problématique. Tu voulais peut-être dire quelque chose sur les femmes? Oui, moi j'ai parlé de quelques femmes et de la période post-45, mais évidemment il y en a eu beaucoup avant, et puis surtout celles dont j'ai parlé qui appartiennent quand même pour la plupart aux élites lettrées, elles ne sont pas isolées non plus de la masse des femmes qui se sont mobilisées dans les partis politiques, et effectivement au Sénégal, que ce soit du côté de la section sénégalaise du RDA, ou même du côté des partis plus pro-français, il y a eu effectivement des militantes dont on retrouve les traces. Le problème, c'est que c'est toujours pareil quand on fait l'histoire des femmes, il faut dépouiller énormément de dossiers, on va dire généraux. Voilà, il faut prendre la série des élections aux Antilles nationales du Sénégal, et là, en tournant les pages, tout d'un coup, on voit en fait que les administrateurs coloniaux, loin d'être aveugles aux femmes, parce qu'en fait, ils étaient très attentifs, parce que dès qu'ils voyaient qu'il y avait une mobilisation politique qui commençait à avoir des effets sur la population féminine, ça voulait dire, comme tu dis, que le feu était sous la braise encore plus que quand il n'y avait que les hommes. Donc en fait, l'administration coloniale et les services de renseignement ont beaucoup documenté l'investissement des femmes, parce qu'ils surveillaient ça de très près, à la fois avec condescendance, mépris, etc. Mais quand même, donc on trouve beaucoup de choses dans les archives en dépouillant effectivement les archives coloniales. Elles ont été très importantes aussi en Côte d'Ivoire, on n'en a pas parlé, mais en 1949, tu parlais de la répression. Là, il y a vraiment une mobilisation des femmes lorsque les leaders masculins sont... Voilà, la marche des femmes sur Grand Bassam, qui est restée célèbre parce que l'historienne ivoirienne qui a écrit un livre dès 1975, Henriette Diabaté, sur cet événement, mais ça a été un événement en fait qui a duré... une séquence de mobilisation que je reprends dans le livre, qui a duré en gros du début de l'année 1949 jusqu'à mars 1950, et Célestine Ouézin Coulibaly, qui était donc l'épouse de Ouézin Coulibaly, le leader d'origine burkinabé, mais membre du parti RDA en Côte d'Ivoire. Célestine Ouézin Coulibaly, elle est une des premières africaines à se rendre à Pékin en décembre 1949 au congrès de la Fédération démocratique internationale des femmes, où elle est envoyée par les femmes de Côte d'Ivoire qui se sont cotisées pour l'envoyer en Chine. Et c'est drôle, oui, parce que Ouézin Coulibaly, dans son journal, son livre qui s'appelle Combat pour la liberté, évoque le fait que lui, il est en Côte d'Ivoire en train de faire de la campagne politique sur le terrain, et que pendant ce temps, il dit en gros, ma femme se promène en Chine et elle est à Pékin, où elle est dans les instances internationales. Et quand elle revient en Côte d'Ivoire en janvier 1950, parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire d'aller d'Abidjan à Pékin à ce moment-là, donc elle part pour plusieurs mois, quand elle revient, elle est complètement galvanisée, elle a un discours anticolonialiste extrêmement fort, qui fait qu'elle se retrouve en prison, et elle est désormais identifiée comme la leader des femmes du RDA ivoirien.
Donc c'est vrai qu'on a pas mal d'exemples, on va dire, de femmes qui se sont mobilisées, mais pas toutes seules, voilà, avec d'autres, bien sûr. Oui, excusez-moi, j'avais juste une petite question. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Au niveau de la séparation des élites que vous faites, j'avais une question au niveau notamment de la petite élite marchande, notamment dans la petite élite marchande, un peu, où est-ce que vous comprenez élite dans l'élite, comment est-ce que vous formulez ça comme ça, ceux qui ont reçu l'éducation coloniale. On fait quoi de l'élite marchande qui existait encore malgré la promotion de l'éducation à la française dans ces pays d'Afrique? Est-ce que vous les comptabilisez aussi dans ces différents mouvements, c'est-à-dire l'élite de concession, ça veut dire tout à l'heure, et de compromis et de rupture. Alors l'élite marchande, c'est un cas un peu particulier parce qu'il y a deux types d'élite marchande en fait qu'on pourrait distinguer peut-être dans la perspective qui est la mienne. C'est-à-dire une élite marchande qui est passée par l'école française, qu'elle existe, c'est le cas par exemple de Fouet-Boigny, qui représente très bien ce double profil. Et puis une élite marchande qui est une élite marchande qui n'a pas d'accointance particulière avec le système éducatif français, qui elle va persister en fait persister dans son être, si je puis dire, ses habitudes, ses manières de faire, etc. Alors, de fait, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'élite qui est passée par l'école française et qui va avoir un rôle politique important ou non, en tout cas qui va se retrouver dans des partis, dans des associations, dans des institutions, etc. C'est une première chose. Ceci étant, il y a d'autres processus qui sont moins directs qu'il faut prendre en compte. Par exemple, quand on fait la cartographie sociologique des enfants africains qui sont dans l'école française, en primaire et en secondaire. On s'aperçoit qu'on a, en très grande majorité, au milieu des années 50, des enfants qui viennent de parents qui ont une proximité importante avec, on va dire, la culture coloniale et l'économie coloniale monétarisée. Essentiellement des enfants de parents fonctionnaires, évidemment, presque tous des enfants d'instituteurs, passent par l'école française, évidemment. Des fonctionnaires, des fils de chefs, ça continue quand même un petit peu dans les années 50, c'est en perte de vitesse, mais ça existe. Et puis des notables. Et dans les notables, on peut trouver cette élite qui est moins proche culturellement, mais plus valorisée économiquement, mais qui est en relation avec l'économie coloniale et donc avec les Français, parce que là, on parle de marchands qui ont, ou même de planteurs, qui sont intégrés dans cette économie entre guillemets moderne, qui n'est plus l'économie de subsistance qu'on trouve dans le paysanat africain. Et là, il y a des types d'interactions qui font qu'il y a c'est mon analyse, qu'il y a une désirabilité de l'école française pour les enfants dont on veut, pour cette élite qui veut donc envoyer ses enfants à l'école française, parce que, encore une fois, il est clair depuis les années 30, peut-être même avant, que le passage par l'école française est un moyen d'accéder au moins à une ascension sociale et, sinon mieux, à des postes qui seront des postes hégémoniques. Ça, c'est la grande transformation par rapport, je dirais, aux structures lignagères, voire claniques, qu'on trouve dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Et il y a un renversement complet, en fait, des systèmes de valorisation de la connaissance et tout ce qui était de l'ordre des connaissances, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets traditionnelles, que ce soit toutes les cosmogonies, les pharmacopées, les connaissances traditionnelles sont absolument dévalorisées. Et là, on pourrait aussi rentrer dans les détails des modes d'enseignement pendant cette période-là. D'abord, évidemment, quand on va étudier à l'université française, il n'y a pas d'adaptation des savoirs au contexte africain particulier, mais même malgré quelques essais d'adaptation dans les années 50, que je ne nie pas, mais quand on regarde les programmes scolaires qui sont appliqués dans les écoles coloniales en Afrique de l'Ouest dans les années 50, ce sont les programmes français.
Donc les formes, je n'aime pas le terme acculturation parce qu'il évoque quelque chose d'univoque qui me semble inexact. Moi je parle de, comment on pourrait appeler ça? Je parle d'hybridation asymétrique. Hybridation parce qu'il y a une hybridation, mais asymétrique parce qu'on est quand même dans un système colonial. Et l'hybridation est asymétrique parce que ce sont effectivement les savoirs français et donc l'école qui deviennent les voies d'accès, encore une fois, aux positions hégémoniques. Et donc ça implique la dévalorisation corrélative de tous les savoirs locaux. Merci. Il y a d'autres questions? Il y avait madame et après... Oui, j'ai une question par rapport plus précisément les femmes de la FDIF. En fait, j'étais un peu étonnée même que ces femmes ont pu avoir des visas pour se rendre dans les différentes conférences où des femmes communistes soviétiques étaient présentes. Et donc, si vous pouvez un peu plus développer sur le regard de l'administration française face à ces femmes qui ne sont pas juste... féminisme est très proche du communisme, donc d'une idéologie combattue dans ces années-là, surtout en Afrique. Et donc le regard est potentiellement des actions des administrateurs face à ces femmes. Oui, oui, tout à fait. Je n'ai pas du tout eu le temps d'en parler, mais c'est très compliqué pour elle de se rendre dans ces congrès internationaux. Alors, pas au début, Célestine Mouzin-Coulibaly, en fait, je pense que les autorités coloniales ne se rendent pas compte qu'elle va partir à un congrès en Chine, etc. Et puis, on est juste avant, on est en 49, c'est un moment charnière, mais après, il y a de grosses tracasseries administratives. Donc, en fait, elles adoptent des stratégies pour... alors, elles font semblant d'aller en France pour des problèmes de santé, elles passent par la Suisse, elles essayent de tromper l'administration coloniale, mais dans les services de police, enfin de renseignement, on a des rapports sur certaines d'entre elles elles se voient refuser leur passeport, leur visa pour se rendre dans ces congrès. Hein. Elles sont sur certaines d'entre elles qui deviennent un peu des figures de proue de ce militantisme communiste justement en AOF, elles sont interdites de déplacement en fait. Et on a l'administration coloniale qui dit non mais on sait parfaitement qu'une telle a profité soi-disant d'un séjour en métropole pour voir sa sœur, pour se rendre au congrès de la jeunesse à Varsovie, donc hors de question de lui redonner un laissez-passer, un visa pour autre chose. Donc non, c'est très compliqué. Et alors j'ai travaillé dernièrement en lien avec une collègue, Sarah Panaka, qui a fait sa thèse sur les mouvements féminins et féministes au Nigeria, parce qu'en fait on voulait comparer ce qui se passe dans les colonies françaises et dans le Nigeria britannique. Et vous avez alors là un militantisme féminin qui est encore plus développé que dans les pays... dans les colonies françaises, donc avec des militantes vraiment dès les années 20 et qui sont hyper politisées et très nombreuses, organisées dans des partis, des associations. Et alors elles se heurtent à des oppositions de l'administration britannique qui sont très fortes. Et dans les congrès de la FDIF, on voit ça aussi, parce que dans les rapports des congrès, il y a sans arrêt des notes de bas de page pour dire les militantes du Kenya, du Cameroun, alors après aussi le pays d'Asie d'ailleurs, n'ont pas pu se rendre au congrès parce qu'elles n'ont pas obtenu leur visa des administrations. Donc en fait, c'est un peu un parcours du combattant aussi pour ces femmes de participer à ces rencontres. Mais bon, voilà, j'en parle dans le livre, mais je ne l'ai pas dit. Je peux juste ajouter, parce que je rebondis sur ce que tu disais, parce que pour ce qui concerne les étudiants, il y a aussi une concurrence quand même des mouvements communistes, l'Union internationale des étudiants, puis la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, qui proposent des bourses en fait à des étudiants africains, justement pour les former politiquement. On en trouve à Moscou, mais c'est quand même assez ambigu comme expérience, parce que notamment à Moscou, ils se heurtent au racisme, qui est quand même très très implanté en Union soviétique, malgré la révolution. Et il y a une réflexion d'un gouverneur général, je ne me souviens plus lequel, qui on pose la question, c'est une discussion entre le chef de la police et lui, et il demande s'il ne faudrait pas quand même prendre des mesures plus sévères pour empêcher ces étudiants d'aller se faire endoctriner, marxiser en URSS. Et le gouverneur, dont je ne me souviens plus le nom, répond que
Non, c'est très bien, il faut les laisser aller là-bas parce que en fait, ils reviennent et ils sont dégoûtés du communisme. Mais bon, c'est anecdotique, là. C'est un peu pour égayer la soirée qui est très sérieuse. On avait une question. Ouais, bah, j'en ai deux du coup, puisque parce que c'est énorme. Une première, en fait, ce que vous avez décrit par rapport à ce coup de maître de Gaston Defferre, la loi cadre, la délégation des responsabilités, ça renforce un petit peu la thèse de l'État franco-africain qui s'est mis en place dans ces années-là. Je crois que c'est Jean-Pierre Chrétien qui a développé ça, ou je ne sais plus. Enfin bref, j'ai lu quelque part qu'il y avait justement la mise en avant d'une élite pour perpétuer le cordon ombilical au-delà des indépendances. Donc ça va un petit peu dans ce sens, j'ai l'impression, de votre livre. Et du coup, ma deuxième question, c'est est-ce que vous pourriez donner quelques exemples sur comment se fait la réintégration de la seconde génération dite révolutionnaire dans les sphères de pouvoir post-indépendance? Parce que j'ai bien compris qu'il y avait une grosse opposition dans les années 50, mais comment ça se fait concrètement? Comment fait Houphouët-Boigny pour réintégrer ces jeunes révolutionnaires qui s'énervent tout seuls? Voilà, voilà. Ça, c'est ma question pour vous. Et pour Pascal Barthélémy, vous aviez parlé vous dites que vous avez retrouvé un même vocabulaire de la sororité, finalement, quel que soit à la fois au service d'un discours impérialiste ou anticolonialiste. Et est-ce que pour vous, c'est finalement que l'asymétrie coloniale, quel que soit le bord politique, dans les rapports de force, y compris entre femmes, se retrouve, qu'on soit communiste à l'époque ou femme d'administrateur colonial? Enfin, non, j'exagère un peu volontairement, mais voilà. Vas-y, c'est une très bonne question parce que ça m'a beaucoup gêné de rencontrer ce même vocabulaire des deux côtés de l'échiquier politique. Bon, alors quand même c'est pas tout à fait le même positionnement. Du côté de l'association des femmes de l'Union française et voilà de cette mission civilisatrice reconfigurée, on a un vrai maternalisme qui s'appuie d'ailleurs sur ces nouvelles élites au féminin, parce qu'en fait ce qui change par rapport à la première question qu'il y a eu sur qu'est-ce qui change après 45, c'est que là on a quand même du côté des filles une masse plus importante de jeunes femmes lettrées venues d'Afrique qui servent d'intermédiaires et qui servent de levier, qui sont des interlocutrices et dont le but est de les former d'une certaine manière pour qu'elles repartent ensuite dans leur pays ou de les former dans leur pays pour qu'elles diffusent un certain nombre de choses et notamment l'attachement à l'Union française. Et donc là, on a quand même une hiérarchie des grandes sœurs par rapport aux petites sœurs, on va dire, d'Afrique, mais qui est déjà présente, par exemple, au XIXe siècle, chez les Saint-Simoniennes, qui sont dans le même discours il faut éduquer les femmes, par exemple, en Algérie, mais certaines femmes plus éduquées que d'autres sont là pour éduquer les autres. Donc c'est de la sororité, mais avec des hiérarchies fortes. Du côté communiste, on va dire plutôt Bloc de l'Est et FDIF, qui a une antenne française, qui est l'Union des femmes françaises. Le discours est... Il y a aussi ce fossé, il y a aussi cette asymétrie que vous soulignez, mais... quand même, dans les prises de parole, qu'elles soient écrites ou orales, parce que j'ai trouvé des enregistrements de congrès, etc., la formation de femmes travailleuses, mères, citoyennes, égales dans le monde entier, c'est quand même un discours qui est on va dire, plus égalitaire que celui qui est porté par les femmes de la FUF. Donc il y a quand même, du côté de la Fédération démocratique internationale des femmes, à travers l'anticolonialisme aussi, une moins grande condescendance, mais j'ai lu récemment un bouquin qui n'était pas sorti quand j'ai
publié le mien d'une collègue, Julia Gradskova, qui travaille à Stockholm, qui a travaillé sur la FDIF et sur la place faite aux femmes des Suds. Globalement, ça s'appelle les femmes du Sud global dans la FDIF. Elle montre quand même que leur place est très restreinte. Alors, je ne parle même pas des Africaines, mais des femmes d'Asie, d'Amérique latine, etc. Donc, ce n'est pas non plus des associations qui vont faire monter dans leurs instances des femmes du Sud. Il y a une Africaine, une Nigériane justement, Funmi Yalo Ransom Kuti, qui devient vice-présidente de la FDIF en 1953. Mais c'est la seule. Et après, il y a une égyptienne, une iranienne, mais bon, voilà, c'est petit à petit, quoi. Donc ça bouge, mais doucement. Alors, pour répondre à cette question sur la création d'un État franco-africain dès 1956, alors on peut voir ça comme ça, mais je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est qu'en 1956, quand Defer fait cette réforme fondamentale, l'idée n'est pas du tout que les États africains accèdent à l'indépendance. C'est vraiment on sauve l'Empire, enfin ce qu'il en reste, on sauve ce qui reste de l'Empire, justement en évitant les bêtises qu'on a déjà faites en Indochine et en Algérie en ne réformant jamais, pour pouvoir maintenir des biens qui soient des biens de domination de type impériaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la création de cet État africain, franco-africain, donc de 56 à 60, il se fait aussi dans des conditions d'asymétrie très particulières, parce qu'on pourrait s'imaginer, après tout, que cette première génération, en 1960, lorsque les indépendances viennent, elles ne sont pas obligées, finalement, de se retrouver dans cet état de dépendance dans lequel elles vont placer les pays indépendants pendant les décennies qui vont suivre. Mais en fait, ça procède d'une mécanique implacable que je pense qu'on n'avait peut-être pas bien identifiée il y a quelques temps encore. Il me semble que ça, c'est aussi un des apports du bouquin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les politiques budgétaires, ce qu'on appelle la rationalisation des choix budgétaires, ça intervient en 1959. Alors, qu'est-ce que c'est que la rationalisation des choix budgétaires? C'est comprendre combien un investissement va vous coûter. D'accord? Donc, par exemple, sur les expériences sur le riz que j'ai décrit, sur le barrage d'Oudéa, sur les infrastructures qui sont construites dans les colonies avec le FIDES, on n'a pas de perspective de ce que ça va coûter. D'accord? Le deuxième point, c'est qu'en 1954 et 1955 paraissent plusieurs rapports très techniques, mais qui sont justement qui portent sur la revendication syndicale et qui font les premières projections en fait de ce que coûterait à la France l'acceptation la satisfaction des revendications des syndicats. Alors ces revendications, elles sont claires, hein, c'est l'égalité salariale, l'égalité des primes entre les Africains et les Européens. Je ne rentre pas dans le système très complexe de l'administration coloniale, mais il y a plusieurs statuts, bref, peu importe. Et donc, dans un statut, vous avez 97% d'Européens, et dans les autres, vous avez une quasi-totalité d'Africains. Donc, en fait, il faut fusionner les statuts d'après les syndicats, et donc mettre tout le monde au même niveau. Ça paraît logique, surtout qu'une loi a été votée en 1950, la loi Lamine-Gay, qui promeut donc, c'est une loi sur le travail, et qui promeut donc l'égalité effective entre les Blancs et les Africains. Mais cette loi n'est jamais appliquée. Et quand les autorités coloniales, notamment, comment il s'appelle celui qui précède Tedjen, j'ai un mémoire, peu importe, et notamment Tedjen et Defer vont prendre connaissance de ces projections, en fait c'est vertigineux. C'est vertigineux parce que mettre tout le monde à égalité, ça signifierait de multiplier les budgets d'investissement coloniaux de la France par plus de 3. Donc c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et c'est aussi pour ça que la loi cadre délègue la gestion de l'administration et des statuts administratifs au conseil de gouvernement. C'est là où c'est génial. C'est que les syndicats, il y a un truc extraordinaire qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est que Sékou Touré. Sékou Touré est président du GDA, le plus grand syndicat africain, qui est à la tête des revendications les plus radicales. C'est aussi le président du RDA Guinée. Et il se rend compte pendant les discussions de la loi cadre que les conseils de gouvernement
vont être responsables de la gestion de l'administration territoriale. Et là, lui, il va être donc président du conseil du gouvernement, puisqu'il est président du RDA. Et en même temps, c'est le président du GTAN. Et là, il comprend le conflit incroyable dans lequel il va être mis, à savoir que le président du GTAN, représentant des travailleurs africains, et en même temps, c'est lui qui va gérer le territoire. Et il dit un truc à Defferre qui est extraordinaire, mais en fait, enfin, je résume parce que je me souviens plus de la citation exacte, mais il explique, mais alors cette réforme, si nous devenons responsables de l'administration territoriale, comment cela va nous mettre dans une position extrêmement difficile par rapport aux syndicats. Comment allons-nous faire? Et Defferre dit, mais écoutez, chers collègues, je ne peux pas vous répondre, puisqu'il s'agira, ce seront les conseils du gouvernement autonomes qui auront donc les réponses aux questions auxquelles je ne puis répondre. C'est génial. En fait, qu'est-ce que va faire Sékou Touré arrivé au pouvoir en 58, il le fait dès 57, c'est qu'il va écraser les syndicats. Parce qu'il ne peut pas gouverner, il ne peut pas évidemment obérer les finances du territoire de manière telle qu'il devienne ingérable. Mais dès 1956, les territoires sont déjà très endettés. Parce que la caisse française de la France Outre-mer a accordé des prêts, mais en fait, il faut les rembourser, ces prêts, pour compléter les avoirs du FIDES. En gros, le FIDES finance 75%, et puis le territoire 25%. Et il finance que par l'emprunt. D'autre part, il y a une augmentation assez considérable de la masse des fonctionnaires, il faut les payer aussi. Et donc, en fait, en 1956, quand l'autonomie territoriale arrive, Defferre sait, parce qu'il a lu les rapports que je connais, il sait que les territoires ne sont pas gérables économiquement. Donc il sait de toute façon que, quelle que soit la configuration, ces territoires auront besoin de la France. Et la coopération bilatérale, l'aide française au développement, elle se fonde en fait sur une dette qui a été accumulée au départ sous la colonisation. Et c'est le troisième coup extraordinaire de Defferre. C'est-à-dire, il fait un contrat de dupe. Il sait que les gouvernements, les conseils territoriaux ne sont pas gérables. Alors, deuxième question, je suis très vite, excusez-moi, je m'étale trop. Sur la réintégration des étudiants. Alors, j'ai dit quelques exceptions. Ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est qu'il y en a plus de 30, je crois que c'est les 2 tiers, c'est un gros tiers, c'est 35 ou 36% d'étudiants qui vont rester en France. Très important, parce que dans les discours de la FEANF et de toutes les associations étudiantes, l'idée, c'est qu'il faut absolument retourner au pays, à la fois pour faire la révolution, mais pour aider aussi, apporter le savoir qu'on a acquis, nos parents sont sacrifiés. Non, quand même plus de 35% qui restent, 35% à peu près qui restent en France. Et ça montre bien qu'il y a un processus d'acclimatation à la culture occidentale et que les opportunités sont offertes par la France semblent aussi profitables que celles qu'on peut avoir en Afrique. Pourquoi, ceci dit, ces gens ne font pas la révolution? D'une part, parce qu'en 1960, les jeux sont faits. En 1956, quand le mouvement se radicalise, il est sur l'idée qu'il y a une révolution possible, et donc une lutte intergénérationnelle. De fait, c'est très clair, c'est une lutte intergénérationnelle. Et que si on fait la révolution avant ces indépendances, entre guillemets, bidons, telles que eux les décrivent, on a une chance d'imposer des régimes démocratiques, socialistes, pour la plupart. Mais pour ça, il faut faire la révolution avant l'arrivée au pouvoir. Une fois que les jeux sont faits, c'est-à-dire que la première génération arrive au pouvoir, le mouvement va s'étioler. J'ai travaillé sur la FEANF dans les années 60 aussi. C'est une longue dérive sectaire. C'est-à-dire on arrive à des discours, c'est déjà quand même assez très corporatif quand même de lire cette logorée révolutionnaire, ça finit un peu par lasser. Alors dans les années 60, ils passent à un maoïsme ultra radical, ils perdent énormément d'adhérents, et puis voilà, et puis bon, faut vivre. Faut vivre, ils ont des diplômes, on leur propose des choses, des postes dans leur pays. Parfois, il faut bien que jeunesse se passe, et vous verrez, vous. Vous y croyez en ce moment, mais... Voilà, et c'est comme ça que finalement cette élite se fait réintégrer, elle n'assurera un rôle tout à fait compatible avec l'élite de première génération, parce qu'en fait ils sont abreuvés aux mêmes sources.
Il n'y a pas de rupture culturelle. Il y a une différenciation politique nette, mais il n'y a pas de rupture culturelle. Ils feront partie en fait des mêmes élites, des mêmes fractions élitaires qui, encore une fois, participeront à cette polarisation des sociétés postcoloniales. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres questions? Oui. Je reviens sur l'idée de votre présentation. Vous avez parlé des liens avec le scoutisme et le colonialisme. Question vraiment néophyte sur le sujet. Est-ce qu'il y a du scoutisme dans le territoire? Et alors, j'ai pas eu le temps de développer ça. Il ne faut pas me lancer là-dessus parce que... Mais je vais essayer en 30 secondes d'expliquer. Oui, en fait, le scoutisme alors s'implante dans les années 30, dès les années 30, en fait, dans les territoires d'Afrique de l'Ouest. Mais c'est un scoutisme qui concerne essentiellement les Blancs. Le scoutisme va comme le scoutisme laïque, parce qu'il y a plusieurs déclinaisons du scoutisme. En gros, en Afrique de l'Ouest, on a le scoutisme laïque, ce qu'on appelle les écarts de France, et puis on a le scoutisme catholique, qui sont les scouts de France, les scouts catholiques. Et dans les années 30, donc, c'est un scoutisme qui est réservé aux enfants de colons, pour les très vite. Mais à la fin des années 30, le scoutisme laïque va commencer à s'ouvrir en fait aux jeunes Africains, justement ceux qui, en général, sont dans les écoles, puisque le scoutisme recrute très majoritairement dans les écoles primaires ou secondaires. Et le scoutisme laïque va donc augmenter ses effectifs, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1947, ce scoutisme laïque va se déségréguer. C'est-à-dire que jusqu'alors, on avait des troupes qui étaient des troupes africaines et des troupes européennes, d'enfants de colons. En 1947, c'est terminé. Donc, on va avoir des troupes qui regrouperont des Africains et des Blancs. Le scoutisme catholique, il faudra attendre 1956. Donc, il est un peu plus lent, mais il déségrègue les troupes en 1956. Alors, pourquoi c'est important dans l'économie générale de ma démonstration? Parce que le scoutisme catholique propose une formation pédagogique, c'est une formation pédagogique, école pédagogique, une théorie pédagogique, où on va apprendre un certain nombre de valeurs, comme je l'ai dit au début de cet exposé, mais aussi on va se former physiquement, d'accord? Et vous vous rappelez que physiquement, le scoutisme, ça sert à quoi? Ça sert à défendre l'impérialisme britannique au départ, c'est ça. Mais quand cette méthode du scoutisme est dispensée en Afrique noire, évidemment, cette idée de défendre l'impérialisme britannique, elle n'est plus exposée, ça ne fonde plus la pratique. Mais les pratiques restent exactement identiques. C'est-à-dire la projection dans le plein air, les exercices physiques, la gymnastique, l'ordre quasi militaire aussi, qui est imposé par le scoutisme, etc. Et tout ça participe à la formation cognitive et corporelle de l'élite, de cette nouvelle élite dont je viens de parler, qui deviendra cette élite de rupture. Et dans mon livre, j'essaye d'expliquer en quoi cette articulation entre formation cognitive et formation corporelle est très importante à comprendre, justement pour essayer de saisir comment il est possible qu'à une opposition politique radicale s'articule une proximité culturelle qui vient des systèmes de formation et qui sont à double articulation eux-mêmes, cognitif, corporel. Okay, parce que la formation corporelle, elle dispense, encore une fois, et ça c'est épistémologiquement c'est un truc auquel on n'est pas très habitué, mais il faudrait lire Foucault et beaucoup d'autres auteurs aujourd'hui. La formation corporelle est aussi productrice, encore une fois, de codes de conduite, de normes, de valeurs en soi, par la mise en mouvement du corps. Alors ça, je pourrais développer, mais j'ai pas le temps, mais j'espère que vous avez compris. Sinon, on va passer la nuit. C'est-à-dire, en gros, si vous faites de la gymnastique allemande, une gymnastique qui est une gymnastique militaire, vous allez être formé à la discipline. Alors, si vous faites du scoutisme, vous êtes formé à la discipline, mais aussi à la projection vers l'extérieur, à la défense de la frontière. Tout ça, ça se fait par le corps. C'est pour ça que c'est important de comprendre. Oui. Il y a des mouvements pour les petites filles chez les scouts? Alors ça existe, bien sûr, il y a les guides. En Afrique, elles sont à l'intérieur de... Ça existe, elles sont ultra minoritaires. On est autour d'après mes calculs qui sont ce qu'ils sont, parce qu'on n'a pas toutes les sources, ça tourne autour de 12-14% peut-être de filles. Il y a un beau témoignage qui a été publié par Bernard Salvin sur, ça s'appelle Bokar Cissé, instituteur des sables.
c'est une série d'entretiens que donc c'est un historien a fait avec ce Bokar Cissé qui est décédé maintenant, mais qui était instituteur du Mali, et il a été très engagé dans les scouts. Il a été un des créateurs du mouvement de la Grande Chaîne dans la fin des années 30 à l'école normale William Ponty. Et il raconte justement ce que tu disais pendant la Seconde Guerre mondiale, et aussi à quel point le scoutisme a été fédérateur, enfin créateur de liens de colonie à colonie, avec l'idée d'une communauté corporelle, cognitive, mais aussi d'une communauté transnationale, entre guillemets, même si on n'est pas encore dans le... Et même une communauté politique, parce que effectivement les scouts, les éclaireurs laïcs, ils sont beaucoup plus en avance politiquement que les catholiques qui, par la nature dans le mouvement, sont beaucoup plus conservateurs. Et en fait, on retrouve énormément d'étudiants révolutionnaires qui sont passés par les éclaireurs de France. Et les éclaireurs de France, d'ailleurs, la déségrégation, c'est extraordinaire, la déségrégation des troupes, qu'est-ce qu'elle manifeste? On trouve ça aussi dans les associations qui ont été étudiées par Almeida Topor, par exemple. Là, on voit que la société, en fait, la société urbaine africaine se démocratise et se déségrègue. C'est facile à dire, peu importe. Met à bas la ségrégation entre Africains et Blancs, mais par le bas, en quelque sorte, et que ces transformations-là, elles précèdent, en fait, leur actualisation politique par la loi cadre. C'est là où c'est très important aussi d'étudier l'histoire sociale. Parce qu'on a un peu tendance à penser que les politiques, la politique, en l'occurrence de Defer, fait l'histoire. En fait, non. Elle actualise quelque chose qui s'est déjà passé dans la société. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Pas une question, mais encore une remarque par rapport aux élites africaines, que vous trouvez qui à la fin vont soi-disant se retrouver dans le même poste et travailler pour les mêmes causes, on va dire. Moi, je pense que je ne suis pas du tout du même avis. D'ailleurs, beaucoup d'États africaines qui étaient à l'époque révolutionnaire vont être tués. On parlait par exemple, je ne sais pas moi, peut-être Bono au Tchad, Robert Mugabe au Cameroun, Séven Solenki au Togo. Donc en gros, les élites africaines qui auraient pu changer les choses à l'époque, elles ont été tuées déjà, avant même qu'il y ait ce mouvement dans les institutions. Et même après même ces massacres qu'il y a eu par rapport à certaines élites africaines, qui auraient pu changer les choses, on pourrait parler par exemple du fait qu'il y a eu d'autres leaders, Thomas Sankara, et j'en passe aussi, qui eux aussi ont été tués, et qui auraient pu aussi à l'époque changer les choses. Donc je vous trouve assez pessimiste concernant l'élite africaine. Et pour revenir sur Sékou Touré, vous avez dit effectivement qu'il a massacré des gens, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais aussi il faut dire que quand la Guinée, après son indépendance, le général de Gaulle a fait une invasion de billets de banque pour mettre en difficulté la Guinée. Et finalement, il est obligé de se pencher vers les Russes après, qui l'ont aidé et ce qui a fait qu'il a pu maintenir, entre guillemets, son pays dans une certaine situation. Sans oublier aussi Nkrumah qui l'a aidé. Mais je crois qu'on est d'accord en fait, parce que sur les révolutionnaires tués, je vous suis totalement. Simplement, ça reste une minorité par rapport à l'ensemble des étudiants. Moi j'ai étudié, mais oui, ça n'empêche pas que l'État français et les services secrets français ont tout fait pour empêcher la moindre révolte organisée de pouvoir émerger. Alors, vous avez parlé de Sankara, effectivement, alors Yohibé c'est un petit peu plus tôt, mais Ernest Ouandier, il est également assassiné en Olympio, Sylvanus Olympio, voilà. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, je dirais. Mais oui, la France ne s'est pas départie d'ailleurs de cette inclinaison au meurtre sélectif jusque dans les années 80. Donc, et même pour rebondir sur ça, dans certains gouvernements, par exemple Mbuja et Senghor, ils ont créé un gouvernement ensemble. Quand Mbuja a pris une voie qui était, on va dire, une voie cohérente par rapport au socialisme africain, un truc comme ça, Senghor automatiquement l'a mis en prison. Donc même au sein des institutions, il peut arriver quand même qu'il y ait des éléments perturbateurs. L'institution n'est pas forcément un cadre où on s'empêche de penser après. Oui, mais vous parlez de la fédération africaine créée par Mamadou Dia et Senghor? Ouais. Il n'est pas en prison, Mamadou Dia. Non, au début, il n'est pas en prison au début. Mais quand il va tenir un discours qui est à l'opposé de celui de Senghor, après l'indépendance du Sénégal, parce qu'il va être ministre de Senghor, il va démissionner ses fonctions et on va être en prison. Oui, mais après, il est président du Mali. Non, je parle du Sénégal là.
Moumouni Bokeïta, c'est pour le Mali. Ah, vous parlez de Mamadou Dia. Ouais, Mamadou Dia au Sénégal. Donc il va être Premier ministre de Ah, vous Senghor. parlez de Mamadou, d'accord. Voilà, de Mamadou Dia qui était Premier ministre de Senghor au Sénégal, Oui, oui, et oui. qui après va être envoyé en prison parce qu'il ne partage pas les mêmes idées que Senghor. Oui, oui. Voilà. Donc même dans l'institution, il peut y avoir des éléments qui ne pensent pas forcément comme la doxa. Non, mais c'est sûr qu'après, les systèmes répressifs vont jouer leur rôle, hein, ça c'est bien évident. Encore une remarque, une question. Une question en fait, un peu encore sur le scoutisme. Parce que si je ne me trompe pas, en Algérie, les scouts musulmans ont un rôle de formation en fait révolutionnaire pour les jeunes Algériens. Oui. Est-ce qu'on a quelque chose de... Parce que vous avez parlé en fait des scouts catholiques qui finalement vont enseigner une manière d'être, de vivre occidentale et donc formater un peu les jeunes africains. Est-ce qu'il y a des courants du scoutisme qui vont être révolutionnaires? Il n'y a pas de courant du scoutisme révolutionnaire en Afrique de l'Ouest, mais il y a un courant, disons, progressiste. Voilà, progressiste, c'est vraiment les éclaireurs de France, dont d'ailleurs la direction française va accepter l'autonomisation complète de la direction africaine en 1955, si je me souviens bien, avec une vraie africanisation des cadres africains dans le mouvement dès le début des années 50. Donc là aussi, l'africanisation des cadres, qui est un projet de la loi cadre, elle est déjà anticipée, par exemple, chez les éclaireurs laïcs. Mais ce n'est pas un mouvement révolutionnaire. Le fait est que si officiellement ce n'est pas un mouvement révolutionnaire, il participe quand même au réseau de révolutionnaires, puisqu'encore une fois on en retrouve énormément, moi j'en retrouve énormément, qui sont dans le mouvement des éclaireurs de France et qu'on va retrouver dans les mouvements radicalisés anticolonialistes au milieu des années 50 en France et à Dakar. Donc il y a une socialisation politique bien sûr qui se fait par là, mais elle n'a pas peut-être ce caractère plus radical qui est propre à la situation très particulière de l'Algérie après 1945, qui n'est vraiment pas celle de l'Afrique occidentale. D'autres questions? On les a assommés. J'avais une question sur est-ce qu'il existait des liens entre le mouvement féministe africain et les féminismes d'Asie ou du Moyen-Orient? Et est-ce qu'il a pu se développer un discours qui s'opposait au féminisme occidental? Alors, oui, justement, on voit dans les congrès internationaux que, comme on a vu sur les photos que j'ai montrées, hein, qu'il y a des contacts à partir, on va dire, de la conférence de Bandung, hein, mais même à Pékin en 49, en fait, parce que la conférence de 49, c'est une conférence des femmes d'Afrique et d'Asie, mais en réalité, c'est surtout la conférence des femmes d'Asie où il y a quelques délégués d'Afrique. Donc, en fait, elles se rencontrent dans le cadre de ces conférences. Après, ce qui est compliqué, par exemple, de savoir, c'est en quelle langue elles se parlent. Les francophones, maîtrisent certainement pas l'anglais à ce moment-là. Alors, il y a des conférences de la FDIF où il y a beaucoup d'argent qui est mis pour l'interprétariat. Donc, c'est des conférences avec des traductions en plusieurs langues. Mais il y a cette question du contact, de la communication, de ce qui se dit, qui est difficile à élucider avec les sources qu'on a. Mais à partir de 55 et de Bandung, il y a dans les conférences afro-asiatiques ou dans les conférences internationales, vous avez des contacts entre les femmes des Sud et d'Amérique latine aussi d'ailleurs. Donc oui, alors est-ce qu'elle développe un discours féministe anti-occidental? Je dirais que jusqu'aux indépendances, ce qui domine quand même, c'est la lutte contre les puissances coloniales. Et le discours, en fait, il y a une sorte de hiérarchie des luttes. Donc c'est d'abord renverser la domination coloniale, donc une solidarité afro-asiatique autour de ces questions, et une demande de réforme, d'accès davantage à l'éducation, à la professionnalisation, à ce travail égal, salaire égal, mais pas forcément de revendications féministes en employant le mot. Hein. La plupart des Africaines que j'ai lues ou entendues sur ces questions ne se revendiquent pas comme féministes. Elles disent qu'elles luttent pour les droits des femmes, voilà. Mais en tout cas, cette période-là, moi je dirais qu'il n'y a pas ce qu'on appellerait aujourd'hui un afroféminisme, par exemple, il n'est pas du tout présent. D'autres questions? Alors peut-être si on n'a plus, on peut libérer tout le monde, peut-être. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion, il y a les 2 ouvrages qui ont circulé, si vous voulez
souhaiter le féliciter. Merci Merci, beaucoup. très bonne soirée. Merci beaucoup.